Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Bruno Truchet, professeur et chercheur en neurosciences, pour plonger dans les méandres de la mémoire et des émotions. Ensemble, nous allons découvrir comment notre cerveau classe, stocke et ravive les souvenirs et quel rôle jouent les émotions dans nos décisions. Car contrairement à la vue encore trop souvent partagée, les émotions ne sont pas antithétiques à la raison, bien au contraire. Si tu es étudiant, stressé par des examens imminents ou simplement curieux de mieux comprendre comment ton cerveau fonctionne, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment fonctionne la mémoire, à quoi est-ce qu'elle sert, pourquoi Platon avait tort sur les émotions, pourquoi rationalité et émotion vont de pair, comment les émotions guident notre cognition, pourquoi est-ce qu'au Moyen Âge, ils jetaient les enfants dans la rivière pour ancrer un souvenir, comment améliorer sa mémoire, pourquoi tous les suppléments visant à booster la mémoire sont en réalité une arnaque, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec des stratégies concrètes pour améliorer ta mémoire et faciliter tes révisions. Bruno a cette capacité rare de rendre accessibles des concepts complexes, et cet épisode est aussi le premier épisode que j'ai enregistré. Encore un grand merci Bruno pour ta générosité et ton enthousiasme, et merci à vous pour votre curiosité. Sur ce, accueillons sans plus tarder Bruno Truchet. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté de faire cet épisode de podcast. Pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu, de décrire qui tu es, sur quoi est-ce que tu travailles et depuis quand. Ok. Je m'appelle Bruno Truchet, je suis enseignant-chercheur en neurosciences au laboratoire CRPN, Centre de recherche en psychologie et neurosciences de Marseille, dans l'équipe MémoPsy. Donc c'est une équipe, MémoPsy, c'est pour mémoire, neuromodulation et psychothérapie. Donc j'ai un cursus avant tout en neurosciences, donc l'équivalent de master à l'époque, puisque ça a changé de nom, en neurosciences, puis une thèse en neurosciences, un postdoctorat, toujours dans le même domaine. Et j'ai travaillé l'essentiel de ma carrière jusqu'à il y a encore 3-4 ans, 3 ans à peu près, sur l'animal, sur les mécanismes neurobiologiques de la mémoire par des techniques d'électrophysiologie couplées avec du comportement. Donc l'enregistrement de populations de neurones en relation avec des tâches d'apprentissage chez le rongeur, essentiellement le rat, un peu de souris en postdoctorat. Et il y a à peu près 2-3 ans de ça, j'ai décidé d'arrêter de travailler chez l'animal et de passer chez l'humain. Donc là, c'est ce que je fais dans ma nouvelle équipe. Et avec maintenant mon centre d'intérêt, il est toujours évidemment sur la mémoire, mais en relation aussi avec les émotions. Et donc l'un des projets que je mène actuellement, c'est d'essayer d'en apprendre plus sur les interactions entre mémoire et émotion, même si c'est un domaine qui est déjà intensivement développé. Mais l'idée, c'est plus précisément dans le projet que je mène en ce moment, c'est d'essayer de voir si il y a une relation entre la capacité de régulation émotionnelle des sujets, sains dans un premier temps, avec leur performance en mémoire associative dans des tâches de mémoire qui comportent des éléments émotionnels. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans le détail du protocole ici, je pense que c'est pas le but, mais donc voilà. Et l'idée c'est un peu ça c'est la partie on va dire fondamentale du projet, les recherches fondamentales. Essayer aussi de se diriger vers des tâches qui soient plus écologiques, avec dans un premier temps du matériel statique, c'est-à-dire des images mais plus complexes que ce qu'on trouve souvent dans les banques d'images habituelles. Et puis de se diriger assez rapidement, là, probablement dans les mois qui viennent, vers la réalité virtuelle, de façon à essayer de faire un petit peu, alors de façon très humble, hein, je ne prétends certainement pas révolutionner les recherches sur les relations entre mémoire et émotion, mais d'essayer de faire évoluer un peu les modèles qui existent de mémoire, de fonctionnement de la mémoire, en particulier évidemment en relation avec les processus émotionnels, mais dans des conditions qui soient plus proches du quotidien, en fait. Ça, c'est la partie fondamentale, recherche fondamentale, et à moyen ou long terme, la partie appliquée de ce projet, qui vont fonctionner un peu en parallèle, c'est d'essayer de voir si on peut trouver, si on peut évaluer les potentialités de développer un trouble du stress post-traumatique chez certains sujets, puisque c'est bien de ça dont on parle dans cette pathologie-là, c'est-à-dire le fait qu'on a, du fait d'événements, de rencontres d'événements émotionnels extrêmes, on développe une espèce de pathologie de la mémoire
en fait, où on a une mémoire qui devient à la fois très puissante, pas forcément complètement fiable, mais dysfonctionnelle, c'est-à-dire une mémoire qui finit par donner des comportements qui sont inadaptés, en fait. Donc voilà, ça c'est le projet dans lequel je suis maintenant. Donc en termes de mémoire humaine, je suis ce que je considère un débutant, même si évidemment mon cursus antérieur en recherche en neurobiologie me donne un cadre de lecture qui, à mon avis, peut être intéressant. Et je travaille dans mon équipe avec à la fois des gens issus un peu des neurosciences et aussi de la psychologie cognitive. Et donc on essaie de développer aussi un langage commun pour échanger sur ces questions-là, parce que les modèles sont pas les mêmes. Et la façon de voir n'est pas toujours la même non plus. Oui, justement, je pense que ce cadre-là sera plutôt utile pour l'épisode, surtout que les gens qui nous écoutent sont sûrement en psychologie et connaissent donc déjà un petit peu les modèles cognitifs, mais peut-être moins la neuroscience et la neurobiologie qu'il y a derrière. Alors normalement, en licence, en tout cas à Aix-Marseille, à partir de la 3e année de licence, ils font un UE avec mon collègue et ami Franck Chélan, qui est centré sur l'apprentissage et la mémoire. Mais effectivement, ils ont pas, enfin, vous avez pas vraiment de cours centrés sur la neurobiologie de la mémoire. Vous avez des cours potentiellement sur la mémoire avant, mais pas sur les aspects neurobiologiques, avec un cadre, on va dire, plus neuroscientifique que cognitiviste. Et pour le coup, moi, je suis vraiment un débutant sur les modèles aspects cognitivistes et je les connais pas encore bien. Je suis en train d'essayer de me familiariser avec. Alors, avant de plonger dans le cœur du sujet, dans les mécanismes un petit peu durs, on va dire, de la neurobiologie, est-ce que tu pourrais, pour si jamais il y a des auditeurs qui seraient pas familiers avec les neurosciences ou même avec la mémoire en général, est-ce que tu pourrais expliquer comment fonctionne la mémoire globalement? Comment est-ce qu'on en vient à former un souvenir? Et peut-être même un petit peu l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que la vision de la mémoire a évolué au fur et à mesure des années? De toute façon, est-ce que les auditeurs puissent avoir un petit peu un contexte avant qu'on rentre dans le précis, dans le cœur du sujet? Alors, en ce qui concerne les questions que les chercheurs se posent, même actuellement, sur le fonctionnement de la mémoire, ce sont des questions qui existent depuis l'Antiquité. Tu peux retrouver les questions principales qui tournent autour de la mémoire, en tout cas au moins pour l'aspect de mémoire consciente, c'est moins vrai pour l'aspect mémoire inconsciente. Tu vas les retrouver dès Aristote, tu vas les retrouver chez Quintilien, et puis plus tard, quand tu sors de l'Antiquité, tu vas les retrouver chez Saint-Augustin, chez Descartes, encore plus tard, enfin plus récemment, plus exactement. Donc tu vas retrouver, et puis après, vers la fin du 19e, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la psychologie expérimentale, où là, on n'est plus dans l'aspect philosophique, c'est-à-dire dans des aspects d'observation et d'introspection, qui apportait déjà beaucoup en termes on va dire, de cadre de lecture et de questions qu'on se pose. Mais on va dire l'avènement de la psychologie expérimentale et d'une certaine façon des neurosciences, c'est fin du 19e, début du 20e. Donc non pas que les questions ont changé, les questions finalement sont toujours les mêmes, mais c'est la façon de les aborder qui change, avec l'idée de créer des expériences qui puissent être réplicables, qui puissent donner une objectivité en fait à la phénomène mnésique et à leur mesure. Et donc créer sur la base de ces expériences des modèles sur voilà comment globalement la mémoire fonctionne, même si je vais casser de suite éventuellement quelques espoirs sur les gens qui regarderaient ce podcast. Je prétends certainement pas être capable d'expliquer la mémoire dans son entièreté. Je pense que personne n'en est capable, très honnêtement, parce que c'est comme n'importe quel phénomène cognitif, c'est un phénomène qu'on est absolument incapable de saisir dans son intégralité. Que ce soit, quelle que soit la façon dont on l'aborde, que ce soit au niveau cellulaire, voire moléculaire, jusqu'au comportement, ce sont des phénomènes qui sont parmi les plus hauts en termes de traitement que peut produire le cerveau. Et donc prétendre qu'on a une connaissance, on va dire, complète de ce système, là pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'est pas près d'atteindre, ça c'est sûr, et on en est loin. Mais on connaît quand même un certain nombre de choses, à la fois grâce aux recherches chez l'humain et en termes de neurobiologie en particulier, à ce qui est sur l'animal, avec toujours la question jusqu'à quel point les recherches sur l'animal peuvent être transmissibles à l'humain. C'est une vaste question, mais qui nous donne quand même, on va dire, des bases de connaissances qui nous permettent d'avancer. Donc l'un des thèmes, l'une des notions centrales en termes de fonctionnement de la mémoire, en termes de neurobiologie,
Attention, là, je me parle vraiment dans un cadre neurobiologique, pas forcément dans un cadre cognitiviste, encore que, à mon avis, les ponts sont assez faciles à faire. C'est la notion d'engramme. Donc, ce terme-là, il a été créé par un chercheur qui s'appelle Richard Semon dans les années 20, donc 1921, si ma mémoire est bonne. Même si sa conception à l'époque était plus l'idée d'un engramme qu'on transmettrait de génération en génération, presque avec un aspect, même si c'est pas forcément le terme qu'il a employé, un peu un aspect génétique. Alors, on a gardé le terme, même si on est sorti de ce cadre, du cadre dans lequel le décrivait Semon, et la notion d'ailleurs d'engramme elle-même, telle que nous on l'emploie en neurobiologie, et que je vais développer, en fait, on en retrouve le principe de façon très précise déjà chez Descartes, donc en 1649, dans un ouvrage qui s'appelle Les Passions de l'âme, ou dans un de ces, qui est organisé en petits articles en fait. Et dans un de ces articles, il décrit ce qui est clairement le fonctionnement de l'engramme tel qu'on l'entend de façon moderne maintenant, sauf qu'il n'emploie pas évidemment les mêmes termes, puisqu'il sait que ça se passe dans le cerveau, ce qui est déjà un progrès par rapport à l'Antiquité, mais évidemment, il n'a pas de notion ni d'électricité, ni encore moins de neurones ou de synapses. Mais les termes qu'il emploie sont clairement le principe de fonctionnement de l'engramme, qui après va être décrit plus précisément à partir un peu de James, donc de William James, qui était un des pères de la psychologie expérimentale américaine. Et puis après, avec les notions plus précises en termes de formulation de Hebb notamment, en 1949, et puis après, on a eu de plus en plus de précisions sur cette notion-là. Donc, on va dire que en termes neurobiologiques maintenant, la notion d'engramme, elle est superposable avec la notion de réseau de neurones. Donc, l'idéal est la suivante, c'est que quand on mémorise une information, on va, qu'on le veuille ou non, hein, c'est indépendant de si c'est quelque chose on essaye de mémoriser, comme par exemple un cours à l'université, ou que c'est quelque chose que tu vas mémoriser, que tu le veuilles ou non, pour différentes raisons dans l'environnement. En fait, tu vas activer des neurones. Et en fait, plus exactement, tu vas les coactiver. C'est-à-dire que les neurones qui vont être coactivés par diverses informations, par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il va avoir un certain aspect, donc ça, c'est des informations visuelles. Il va avoir une certaine fréquence au niveau de sa voix, donc ça, c'est des informations auditives, une certaine odeur, éventuellement olfactive, etc., une façon de toucher, éventuellement, une façon de se déplacer, le lieu dans lequel tu vas être, voilà, même la température éventuellement qu'il fait, l'état dans lequel tu es toi-même à ce moment-là, on va dire l'environnement aussi, les émotions qui vont avec éventuellement. Toutes ces informations-là, en fait, vont coactiver des neurones. Et les neurones qui seront, dans ce qu'on comprend maintenant de la fonctionnement de l'engramme, les neurones qui seront le plus coactivés par toutes ces informations-là, vont développer des relations privilégiées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des relations privilégiées? Ça veut dire que les synapses qui les relient vont devenir plus efficaces que les voisines. Autrement dit, l'idée, la métaphore que j'emploie souvent en cours, c'est au départ, on est comme si on avait un train qui peut emprunter de multiples voies, et ton train, c'est ton influx électrique, si tu veux. Une fois quand tu actives un réseau, quand tu actives ton cerveau, en fait, ça va se traduire par de l'électricité qui va passer dans les neurones. Et en fait, en mémorisant, en créant cet engramme, tu commences à mettre des aiguillages dans tes différentes voies possibles. Et c'est-à-dire que maintenant, seuls les neurones qui auront été vraiment très coactivés vont créer une voie qui va faire que la prochaine fois que tu vas stimuler un peu que tu vas essayer de rappeler cette information, une petite partie de l'information va suffire pour que, comme si tu remettais, tu as créé ta voie, si tu veux, tu as créé ce qu'on appelle ta trace, d'accord, donc ton chemin de fer, pour reprendre ma métaphore. Et en fait, la prochaine fois que tu vas rappeler le souvenir, une fois que tu l'as encodé, c'est le terme qu'on emploie pour dire qu'on l'a appris, qu'on l'a enregistré, tu vas remettre en fait ton train sur ta voie, mais comme tu as mis des aiguillages, maintenant il va systématiquement prendre toujours le même chemin. Et donc juste avec un petit bout d'information, parce que maintenant les neurones ont développé cette trace, tu vas faire revenir l'intégralité du souvenir. Donc si tu as rencontré quelqu'un avec toutes les informations possibles, à ce moment-là, tu l'as rencontré physiquement, d'accord. Si la personne, par exemple, t'appelle au téléphone le lendemain, et donc il n'y a que les informations auditives, juste avec ces informations-là, tu vas pouvoir faire ressortir l'intégralité du souvenir, ou comme on l'emploie souvent, pour faire une comparaison littéraire, ce qu'a expérimenté Proust avec l'odeur du Madeleine, où il se souvient de toute une partie
de son vécu juste avec une petite information. Donc l'idée c'est ça, c'est que tu vas créer un réseau de neurones, ou éventuellement un réseau de neurones et plusieurs copies de ce réseau-là par rapport à des recherches très très récentes qui sont sorties chez l'animal cette année, sur lequel je reviendrai pas parce que ce sont des articles vraiment complexes, là, un peu trop complexes pour la vulgarisation, mais l'idée c'est que on va avoir pour chaque en fait souvenir un réseau relativement spécifique. Là où ça se complique un peu, c'est que ce réseau, il n'est pas du tout rigide. C'est-à-dire qu'il doit trouver un équilibre entre une certaine rigidité et une certaine flexibilité. Pourquoi? Parce que il faut pas que chaque fois que tu rappelles le souvenir, tu l'effaces. Il faut que on va dire, le noyau dur du souvenir reste le même. Mais il faut quand même que tu sois capable de rajouter des informations à ce souvenir. Par exemple, quand tu es à la fac, tu vas rencontrer des gens que tu vois en cours tous les jours. Les gens vont te raconter éventuellement des choses. Et donc, tu as un dossier, entre guillemets, qui est un réseau de neurones sur cette personne-là. Et chaque fois que tu vas, en fait, rappeler ce dossier-là, tu vas être capable de le modifier et de rajouter encore des informations dessus. Donc, des nouveaux neurones qui viennent se greffer à ce réseau-là, si tu veux. Et qui vont, quand je dis nouveaux neurones, c'est-à-dire qu'ils sont nouvellement activés. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas aller forcément en créer de nouveaux, même si ça peut se produire. Et tu vas comme ça étendre au fur et à mesure le réseau. Et chaque fois que tu vas rappeler ce réseau, tu vas le rendre de plus en plus solide. C'est pour ça que souvent on dit la pédagogie, c'est la répétition. Pourquoi? Parce que c'est des informations qui sont difficiles à encoder pour le cerveau, parce qu'il y a très peu de motivation pour les cours, par exemple, etc. C'est pas une question de survie. Donc, comme il y a peu de motivation, il faut souvent répéter pour que le souvenir finisse par être suffisamment solide, parce que chaque fois que tu vas réactiver ce réseau de neurones, cet engramme, tu vas le rendre de plus en plus solide, c'est-à-dire que les relations entre les neurones vont être de plus en plus efficaces, et tu vas multiplier les voies d'accès aussi à ce réseau. Donc, tu auras de moins en moins de chances de le perdre, on va dire. Ça, c'est valable en particulier pour des informations, on va dire, sur lesquelles spontanément, on n'a pas une grande motivation à les mémoriser. Donc, ça peut être évidemment très subjectif. Dès qu'on va commencer à mettre de l'émotion dans ce système-là, là, on va sortir potentiellement, pas toujours, mais de ce cadre-là, c'est-à-dire tu pourras très bien, en une seule fois, sans répétition, créer un engramme qui sera d'une solidité extrêmement importante et que potentiellement tu vas garder toute ta vie. Et que tu vas, ce type de souvenir-là, non seulement que tu vas garder le plus longtemps, mais qui vont partir en dernier, et potentiellement, en tout cas, les souvenirs les plus anciens. Si tu demandes à n'importe qui, voilà, donne-moi ton souvenir le plus ancien, un vrai souvenir, hein, pas quelque chose qu'on leur a raconté, qu'ils ont reconstruit après. En général, c'est des souvenirs aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Jamais, j'en ai mis plus tôt. En tout cas, c'est souvent des souvenirs, des choses qu'on leur a racontées. Mais en fait, ceux-là, tu vas t'apercevoir qu'en général, c'est des souvenirs très émotionnels. Parce que dès que tu mets de l'émotion forte dans ce système-là, ça crée un contexte de plasticité cérébrale qui fait que tu vas mémoriser de façon très forte, pas forcément très fidèle, mais très forte ce type de souvenir-là. Donc voilà l'idée, en tout cas en termes neurobiologiques. Après, on peut discuter avec des cognitivistes de ce que c'est une trace, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord avec ça. Pour les neurobiologistes, c'est très clair, une trace, c'est un réseau de neurones, et l'engramme, ce sont un ou des réseaux de neurones. Et l'idée, c'est en fait, chaque fois que tu vas, mais l'idée, c'est que c'est pas du tout quelque chose de type ordinateur, quoi. D'accord? C'est-à-dire que quand c'est la métaphore de l'ordinateur, elle marche, à mon avis, pas du tout pour le cerveau, et encore moins pour la mémoire. Parce que, en fait, quand tu ouvres un fichier sur ton ordinateur, si tu l'as pas modifié, que tu le refermes, ton fichier n'a pas bougé. Ça, avec le cerveau, ça se passe pas du tout comme ça. Dès que tu rappelles un souvenir, tu vas le modifier. D'accord? C'est-à-dire qu'on va employer le terme de reconsolidation. C'est-à-dire que tu réactives le souvenir, il devient de nouveau malléable, si tu veux, un peu comme si tu avais pris de la glace, puis tu l'as fait fondre, tu vois, et puis tu la reconsolides après. Mais entre-temps, tu as rajouté des choses quand même dans ton verre, et donc tu reconsolides quelque chose qui est un petit peu différent d'avant. Parce que tu as rappelé le souvenir dans un nouveau contexte, et donc ces informations-là, elles se sont intégrées, ou une partie de ces informations-là se sont intégrées au nouveau souvenir. Et pour des étudiants, puisque tu parles d'étudiants en psycho, c'est un phénomène, à mon avis, essentiel, ce phénomène de reconsolidation, parce qu'en fait, toutes les thérapies se basent en fait sur ce phénomène-là. C'est-à-dire, tu demandes au patient d'exprimer son problème, et toi, tu vas essayer de traiter ce problème pour qu'il le reconsolide dans une version qui sera moins problématique pour lui. Non pas du tout que tu vas l'effacer, parce que ce serait pas éthique, 2, c'est impossible, mais par contre, tu vas faire en sorte que ce souvenir soit couplé avec d'autres souvenirs
Tu vas créer d'autres engrammes qui vont créer un confort un peu plus important pour le patient. Voilà. J'aimerais bien revenir sur un point. Tu as montré qu'il y avait deux façons de consolider les souvenirs. La première, c'était la répétition. Donc par exemple, dans le cadre d'un cours qui serait un petit peu ennuyeux, va falloir réviser encore et encore, mettre les répétitions pour que ça puisse rentrer. La deuxième, c'était la valence émotionnelle. Donc si le souvenir est lié à une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, le souvenir va pouvoir être encore en une seule fois. Et je me demandais s'il y avait d'autres mécanismes, comme la nouveauté, qui pourraient participer à la consolidation d'un souvenir. Oui, mais la nouveauté, en fait, elle marche parce qu'elle est reliée à l'émotion. Parce que la Ok, ouais. nouveauté, elle crée, par définition, une nouveauté, c'est quelque chose que tu attendais pas. Donc, ça crée une saillance dans l'environnement qui va créer une émotion. Alors, une émotion, c'est pas forcément quelque chose de très spectaculaire, hein, c'est Hmm. simplement quelque chose que tu attendais pas. Là, quand on décrit les émotions de façon un peu basique en grande catégorie, la surprise en fait partie. Ce qui est une version, on va dire, non dangereuse de la peur, en fait, si on pourrait le prononcer. Mais l'idée un peu, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu attendais pas, qui se produit dans l'environnement, sur lequel ton cerveau n'était pas prêt à réagir, parce que contrairement à ce que pensent les gens, enfin les gens qui sont pas coutumiers des neurosciences, en fait, la perception, c'est pas du tout quelque chose de, on va dire comment dire, je sais pas comment employer le bon terme, mais de très inerte, ou du moins que ça, comme un ordinateur, c'est-à-dire tu appuies, ça fait toujours la même chose. Oui, ça, La c'est pas perception, une caméra. voilà, c'est pas. Alors déjà, oui, effectivement, le cerveau, de façon générale, il prend pas de photos, il fait que des représentations. Hmm. Je suis pas toujours d'accord avec Lisa Feynman-Barrett, donc une des papesses des émotions, notamment sur l'aspect constructiviste, qui est une très bonne chercheuse, mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas forcément de pas être forcément d'accord avec elle surtout. Mais en tout cas, j'aime bien la présentation qu'elle a de dire finalement le cerveau, il est dans une boîte noire. C'est un organe qui est enfermé dans une boîte et qu'il a accès à l'extérieur que par nos sens. Et donc, il fait une représentation. En fait, il faut s'imaginer un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire imaginons qu'on soit un être humain qui est enfermé dans une boîte complètement opaque. Et puis, en fait, on va nous donner régulièrement des informations sur ce qui se passe à l'extérieur, et on va construire une représentation de ça, mais que sur la base de ces informations-là, qui sont par nature incomplètes. Et donc, on va se faire une représentation de la réalité basée sur notre fonctionnement cérébral. Mais ce ne sera pas notre réalité. Voilà, la réalité qu'on connaît, dans laquelle on évolue, c'est notre cerveau qui l'a construit sur la base des informations qu'il reçoit de l'extérieur et de son état interne aussi. Donc, cette idée-là, ça veut dire que, effectivement, quand on va construire un souvenir, ce sera jamais quelque chose d'absolument fidèle de ce qui s'est passé. Donc, pour revenir sur ta question, il y a, alors, la répétition, elle est, même si on répète de façon très fréquente, s'il y a toujours une motivation très très minimale, c'est pas sûr que ça marche. Parce qu'au-delà de la répétition, c'est pas que la répétition qui est la clé quand on s'intéresse à des informations qui nous semblent compliquées à retenir, c'est la profondeur de traitement en fait de cette information. Autrement dit, c'est se mettre dans une situation où on va obliger notre cerveau, ce qui est un oxymore en soi, parce qu'en fait, c'est pas nous et notre cerveau séparés. Le cerveau, c'est nous, d'accord. Mais on va se mettre dans des conditions où, en fait, on va, d'une certaine façon, s'obliger à traiter l'information en profondeur. Donc ça, il y a plusieurs recherches en neurosciences qui montrent très bien ça, c'est-à-dire que, quelle que soit l'information, si on se met dans un contexte où on va être obligé de manipuler l'information, d'où l'intérêt quand on est en cours de réfléchir, de répondre à des questions, de se poser des questions, etc. Automatiquement, quand on fait ça, on se met dans un contexte où on s'oblige à traiter l'information plus en profondeur. Par opposition à simplement écouter un cours, voilà, même en prenant des notes, d'accord, et puis à relire ses fiches à la maison, d'accord. Et enfin évidemment, plus on les relit, plus on aura de chances de mémoriser cette information-là, mais ça va être une information dont la qualité de l'encodage et l'engramme qu'on aura fabriqué sera relativement pauvre parce qu'il aura qu'une seule voie d'accès, c'est-à-dire l'aspect visuel de la fiche, quoi. Mais dès qu'il va falloir manipuler cette information dans un autre contexte, en général, la restitution va être d'assez mauvaise qualité, ou en tout cas, elle va être potentiellement de bonne qualité sur du court terme. On va dire classiquement, j'ai révisé, j'ai bachoté comme un fou pendant 3 jours, j'ai mangé des fiches, et puis le jour de l'examen, ça se passe pas trop mal,
du moment que c'est un examen où on va juste demander des choses assez basiques. Dès qu'on va demander une manipulation de l'information, ça va mal se passer en général. Mais si on repose la même question 5 jours après, ça va être, la performance amnésique, elle va être très impactée. À l'inverse de quelqu'un qui aura traité l'information, l'aura manipulé de différentes façons, se sera posé des questions et donc aura consolidé ce réseau, cet engramme, mais dans des contextes différents, avec des demandes différentes, et donc aura maximisé les voies d'accès à ce souvenir-là, et aura probablement étendu l'engramme aussi potentiellement. Et donc, quand on commence à mettre des émotions là-dedans, en fait, le contexte de plasticité qu'on va créer fait que, effectivement, sans répétition, on a une profondeur de traitement qui est pas forcément de très bonne qualité. Elle est, si tu veux, pour faire un peu simple, ça va être un traitement potentiellement profond en termes d'analyse de l'information, mais pas forcément systématiquement fidèle. Parce que tu as une espèce de dichotomie de la mémoire dès que tu mets des émotions, c'est-à-dire que de ce qu'on en sait actuellement, tu vas avoir pas mal de focalisation sur l'élément émotionnel, par exemple, mais tout ce qui est périphérique, en général, va souffrir de cette focalisation-là. Et c'est ce qui se présente de façon extrême. Ça se présente déjà en mémoire normale, on va dire, hors pathologie, et ce qui se manifeste de façon extrême dans un stress post-traumatique, où en fait les gens vont associer ce stress-là, cet événement traumatique, à des éléments, ce stress va être redéclenché par des éléments qui sont finalement relativement éloignés potentiellement du contexte de départ, parce que justement, en tout cas de ce qu'on en comprend, la périphérie de tout ce qui était autour de l'élément émotionnel, ça c'était plus flou, et donc tout ce qui va ressembler un petit peu à ça peut redéclencher le stress. Et c'est tout le drame dans les stress post-traumatiques, parce qu'évidemment, on va avoir des gens, si je prends l'exemple des gens qui ont été au Bataclan pendant les attentats, parmi les gens, et c'est pas tous, qui ont développé des stress post-traumatiques, tous les endroits un peu sombres, où il y a un peu du bruit, certaines odeurs tout simplement, peuvent redéclencher du stress. Et ça peut être des choses qui sont assez éloignées du contexte de départ, ce qui fait que pour certains d'entre eux, c'est extrêmement difficile, y compris des années après, de reprendre une activité normale, parce qu'ils ont créé un engramme dysfonctionnel où en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin au contexte de départ va redéclencher le stress. D'accord. Donc, quand on dit que la mémoire, les émotions, ça permet de mieux mémoriser, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a certains éléments qui vont être très bien mémorisés, d'autres beaucoup moins bien. Donc, c'est pas, si tu veux, une relation linéaire entre émotion et mémoire. Mais les émotions créent un contexte qui va, en tout cas, faciliter certaines mémorisations. Bon. Alors, ça marche particulièrement bien avec les émotions négatives. Les émotions positives, ça peut bien marcher, mais on comprend bien, si on garde en tête que si on doit assigner une fonction, si on devait définir la fonction essentielle du cerveau, c'est de fabriquer des comportements qui nous permettent de mieux nous adapter à notre environnement et de survivre plus longtemps. Il fait plein d'autres choses, mais sa fonction essentielle, c'est quand même ça. Et c'est ce qui fait notre succès en tant qu'être humain. Donc, quand il y a du négatif, évidemment, il faut être capable de l'analyser et d'en tirer les conséquences très vite, parce que sinon, potentiellement, on peut mourir, tout simplement. Avec le positif, les conséquences peuvent être délétères si on ne mémorise pas bien, c'est-à-dire pour trouver par exemple des récompenses, trouver de la nourriture, etc. Mais ça ne va pas être immédiat. Donc, il y a un peu quand même une différence de force. C'est-à-dire, on pourra mémoriser des éléments de façon extrêmement solide avec du positif, mais il faudra que ce soit vraiment quelque chose de très significatif. D'accord. C'est un petit peu moins, avec le négatif, on peut avoir des seuils un peu plus bas, on va dire, et on va quand même mémoriser très fort. D'accord. Et avec mes étudiants sur le projet qu'on fait en ce moment, on le voit assez bien, parce que quand on regarde, quand on demande au sujet de juger des images et qu'on fait ce qu'on appelle une analyse de cluster, on s'aperçoit qu'il y a un cluster où tu vas avoir le neutre, même si ça n'existe pas, mais on va dire le relativement neutre avec le positif, et le négatif qui est un peu séparé. Pourquoi? Parce que le neutre, finalement, globalement, si tu prends les images, c'est un peu du catalogue Ikea, quoi. Et donc, tu vas être dans un endroit qui est safe, quoi, qui est sans danger. Donc, ça se rapproche un peu du positif, néanmoins. Le négatif, il faut absolument que ce soit analysé tout de suite. Tu vois, que tu aies le bon comportement, parce que potentiellement, les conséquences délétères peuvent être immédiates et potentiellement mortelles. Donc, les deux types d'émotions, si tu veux, positif, négatif, même si c'est un cadre de lecture assez basique, vont influencer la mémoire, ça c'est une certitude. Dans quel sens
et ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, évidemment, on pourrait dire, bon, ben, pour réviser des cours, par exemple, ce serait intéressant de mettre un peu d'émotion là-dedans, mais le résultat, il n'est pas garanti. Et c'est ça le problème. Donc, c'est pas, voilà, c'est absolument, alors, on pourrait dire, finalement, voilà, je me mets à ma table et puis j'essaie de restituer l'information, et quand je la restitue pas, je prends un choc électrique, si on présente ça de façon un peu extrême. Mais ça risque de créer du stress qui, à l'arrivée, peut impacter la restitution de façon délétère. Donc, les relations entre les deux processus, on va dire, cognition et mémoire, elles sont extrêmement, mémoire et émotion, elles sont extrêmement fortes. Même en termes de neuroanatomie, les structures impliquées se superposent très largement. Mais les relations sont complexes entre les deux. Elles sont absolument pas linéaires. Tu peux pas dire je mets de l'émotion, je vais forcément mieux mémoriser. C'est pas aussi simple que ça. Justement, tant qu'on est sur le sujet, c'est peut-être le bon moment pour commencer à plonger dans les mécanismes biologiques. On peut peut-être commencer par parler du rôle de l'hippocampe ou de l'amygdale dans le fonctionnement de la mémoire, histoire qu'on voit un petit peu les mécanismes sous-jacents. Alors, la première chose qu'il faut retenir, et il faut toujours garder en tête ça quand on va apprendre une chose sur le fonctionnement du cerveau, c'est que il n'y a pas de structure de la mémoire. De même qu'il n'y a pas de structure des émotions. C'est-à-dire que, autrement dit, il n'y a pas une structure qui, l'hippocampe par exemple, alors évidemment, c'est une structure qu'on va mentionner à raison dès qu'on va parler souvent de phénomènes mnésiques. Mais l'hippocampe ne fait pas tout seul. Et deux, il y a plein d'autres structures évidemment qui participent à la mémoire. Et aussi, on peut faire des mémoires potentiellement sans que l'hippocampe soit si impliqué que ça. Enfin, il va toujours être un peu quand même, mais avec des degrés. En fait, l'idée, façon dont souvent je présente ça à mes étudiants, en particulier en master, c'est que quand on parle, que ce soit en termes de catégories de mémoire, épisodique, sémantique, etc., ou les structures qui sont derrière, hippocampe, amygdale, cortex préfrontal, etc., cortex singulaire, bref. En fait, l'idée, c'est qu'on va prendre, on fait un tableau et on prend différentes couleurs. C'est toujours les mêmes couleurs. Mais il y a des tableaux où il va y avoir un peu plus de rouge, ou un rouge un peu plus foncé, un peu moins de bleu, etc. Mais il va toujours y avoir les mêmes couleurs. Donc il n'y a pas une structure qui fait tout seul, ça n'existe pas. Il n'y a pas une condition qui est centrée, ça va pas être hippocampe égale mémoire, même si moi le premier, pour des questions de simplification, en pédagogie, souvent on a tendance à faire ces raccourcis, mais qui sont factuellement faux. Parce que on peut très bien, on va dire, avoir un tableau mnésique, un phénomène de mémoire, dans lequel l'hippocampe va être beaucoup moins impliqué que dans un autre tableau. D'accord. Donc, supposons que la couleur de l'hippocampe dans le tableau, c'est le bleu, il va y avoir un tableau où il va y avoir une grosse composante bleue, il y a toujours les autres couleurs, puis un autre où tu vas avoir des petits pointillés de bleu, mais finalement pas tant que ça. D'accord. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête, et c'est pareil pour d'autres fonctions, c'est pareil chaque fois qu'on va parler d'émotions, en particulier d'émotions fortes, on va parler des amygdales cérébrales. Donc ce sont relativement petites structures qui est qu'on appelle amygdale parce que elle a une forme vaguement en amande, et qui est collée littéralement à l'hippocampe, et effectivement, ce sont deux structures qui ont des interconnexions relativement fortes. Et en tout cas, dès qu'on commence à faire de la plasticité sur une, ça risque d'impacter la plasticité de l'autre. Mais on ne fait pas tout qu'avec ça. D'accord. Il y a bien d'autres structures qui sont impliquées. Évidemment, les structures sensorielles, parce que c'est elles qui vont nous permettre au départ de collecter l'information, y compris des structures où on n'est pas encore dans de l'intégration de sensoriel, même au niveau des premiers relais sensoriels, déjà, on peut avoir un impact sur la mémoire. Et puis, des structures beaucoup plus récentes en termes d'évolution, comme le cortex préfrontal, donc des structures plus néocorticales. Et toutes ces structures, en fait, à tous les niveaux, vont collaborer entre elles. Donc, pour fabriquer une cognition et des phénomènes mnésiques. D'accord. Donc, alors après, effectivement, c'est pour ça que la notion, par exemple, de cerveau reptilien, c'est une notion qui, scientifiquement, elle vaut rien, quoi. Enfin, c'est une notion qui a été mise au point dans les années 60, qui a une certaine vertu pédagogique, mais qui correspond pas à une réalité scientifique. Voilà. Parce qu'on n'a pas du tout empilé plusieurs cerveaux. Alors oui, on a des structures qui ressemblent à celles qu'on peut trouver chez les reptiles, sauf que ces structures-là, ça fait des centaines de millions d'années qu'elles collaborent avec d'autres structures tous les jours, et donc forcément elles ne fonctionnent pas comme chez les reptiles, heureusement pour nous d'ailleurs. Ce serait compliqué de faire une société de 9 milliards de personnes avec un comportement de reptile, à mon avis. Donc voilà, tout ce qu'on voit un petit peu dans les trucs de
coach bas du front sur Internet, genre ouais là j'utilise mon cerveau reptilien et tout, ça c'est n'importe quoi. Donc avant d'employer ces termes-là, il faudrait mieux de se renseigner un tout petit peu. Mais bon, c'est plus compliqué que de soulever des haltères forcément. Donc ce qui veut pas dire que je suis contre le sport, loin de là, mais au contraire. Mais bon, on va dire que avant de s'aventurer sur certains domaines, il faut essayer de développer un tout petit peu de compétences avant d'en parler. Ce serait quelque chose qui serait pas mal au niveau de notre société. Bref, je ferme la parenthèse, mais l'idée c'est que ça va toujours fonctionner en réseau si tu veux. Donc tu vas avoir au sein de ce réseau diverses structures. Donc l'hippocampe, c'est pour faire toujours pareil, très très simple. C'est une structure qui va, être très interconnectée, donc être connectée avec énormément d'autres structures cérébrales. Elle a une capacité de plasticité très importante par rapport à d'autres structures. Ça, on le sait, on l'a mesuré, c'est-à-dire qu'on sait que quand on va faire, par exemple, induire ce qu'on appelle une potentialisation à long terme, c'est-à-dire une espèce de, on va essayer d'imiter ce que fait l'hippocampe quand il va mémoriser une information de façon artificielle avec des électrodes, on va créer des plasticités qui sont beaucoup plus importantes qu'au niveau néocortical, par exemple. Donc ça va être une structure qui est très plastique, l'hippocampe, qui va réagir de façon assez spectaculaire, et mais qui va être plus là pour relier des événements entre eux, plutôt que de mémoriser chaque événement séparément. Elle va être particulièrement performante pour faire ça, pour faire ce qu'on pourrait dire la mémoire associative. Elle va pas le faire tout seul, une fois de plus, mais ça va être une structure clé pour faire ça. Une autre chose sur laquelle elle va, en relation avec la première fonction, sur laquelle elle va être très utile, sur lequel l'hippocampe va être très utile, c'est d'être capable de dire, ok, ça, c'est identique, ça, c'est différent. D'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle la complétion, la séparation de patterns. C'est-à-dire, ok, ça ressemble à quelque chose que j'ai vu. D'accord? Donc ça peut être ce que les cognitivistes appellent des sentiments de familiarité ou de recollection, si on est un peu plus précis, si le rappel est de meilleure qualité. Ou au contraire, ah ben ça, j'ai jamais vu ça. Ou alors ça, c'est différent de ce que j'ai vu avant. D'accord? Et donc, c'est une structure qui va être assez importante pour faire ce genre de processus. Mais une fois de plus, elle va pas faire tout ça tout seul. Les amygdales cérébrales, elles vont être surtout impliquées quand on va commencer, enfin sur les connaissances qu'on a, quand on commençait à faire de l'apprentissage dans lequel des émotions ont une composante importante, classiquement chez l'animal en particulier, mais ça se produit évidemment aussi chez l'humain, quand on va faire du conditionnement, ce qu'on appelle aversif. Donc le truc classique, par exemple, enfin la version la plus simple de ce comportement-là, c'est une lumière, un choc électrique, tu vas associer les deux. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles tu risques d'avoir besoin des amygdales cérébrales, peut-être un peu moins l'hippocampe à ce moment-là, mais dès que tu vas commencer à complexifier le contexte dans lequel ça se produit, là tu vas avoir besoin de l'hippocampe, puis des structures plus néocorticales, etc. Donc l'idée c'est que l'engramme dont on parlait tout à l'heure, il va être en fait dispersé dans ces structures-là. Et pour chaque souvenir, probablement pas concerner énormément de neurones, tu vois. C'est-à-dire que tu vas probablement pas mettre en jeu 150 millions de neurones chaque fois que tu veux mémoriser une information, même une information un peu significative. Donc ça va être potentiellement relativement fin, mais ça n'empêchera pas d'être efficace en termes de comportement. Tu vois. Donc voilà un peu comment ça va fonctionner. Du côté du cortex préfrontal, tu vas avoir alors les fonctions auxquelles en général on relie souvent les structures frontales, c'est des fonctions ce qu'on appelle soit de haut niveau, soit en psychologie cognitive les fonctions exécutives. Dans les deux cas, haut niveau, c'est plus un terme qu'on emploie en neurosciences, exécutive plus en psychologie cognitive ou en cognition. Dans les deux cas, ces termes ont deux défauts, c'est que personne n'est capable de les définir. Quelqu'un est capable de te dire, voilà, les fonctions exécutives, quand tu demandes c'est quoi les fonctions exécutives, les gens vont te dire, ah ben c'est la mémoire, le raisonnement. Non. Et si tu dis non, mais ça je m'en fiche, ce qu'il y a dedans, c'est quoi qui définit l'ensemble. Et là, en général, ça devient beaucoup plus compliqué. De la même façon que quand tu parles d'une fonction de haut niveau, on sait pas, en cognition, je sais pas vraiment ce que c'est une fonction de haut niveau, c'est plus une question de profondeur de traitement et de l'ampleur de ce que tu es en train de générer comme comportement. Mais ce sont des notions un peu floues, mais l'idée c'est que voilà, jusqu'à quel point ça va mettre en jeu de nombreuses structures, jusqu'à quel point ça va être compliqué éventuellement à faire. Mais quand tu as des structures frontales, donc les structures qui sont les structures des parties du cerveau qui sont juste derrière le front et puis un peu en arrière, là tu vas être plus impliqué, ça a des structures plus impliquées dans ce qui est prise de décision, planification, des choses comme ça. Mais une fois de plus, elles font pas ça toutes seules. D'accord? C'est-à-dire que si tu enlèves l'hippocampe par exemple, ta prise de décision elle va souffrir terriblement. Ça c'est clair et certain. D'accord? Donc
Donc voilà, c'est de garder en tête que c'est distribué, ce qui ne veut pas dire que c'est homogène. C'est-à-dire il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de dire bon finalement il n'y a pas de localisation de fonction et n'importe quelle partie du cerveau fait tout, ce qui n'est pas vrai non plus. Ça c'est absolument pas vrai non plus. Donc si tu veux, c'est une localisation relative, avec une troupe d'acteurs qui ont chacun un peu leur spécialité, mais s'ils jouent pas ensemble, il se passe rien, quoi. C'est un peu ça l'idée. J'aimerais bien revenir juste rapidement sur la potentialisation à long terme. C'est en lien du coup avec la métaphore que tu as fait plus tôt de la gare, où si je comprends bien, la potentialisation à long terme, c'est donc le fait de garder une seule voie. Mais peut-être qu'on peut redéfinir plus précisément ce que c'est pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris ou qui ne sont pas du tout familiers avec le sujet. Alors, la potentialisation long terme, ou long term potentiation en anglais, donc LTP, c'est donc, excusez si de temps en temps j'emploierai le terme de LTP parce que j'ai plus l'habitude d'employer cet acronyme-là que PLT. D'abord, il faut garder en tête, c'est un phénomène artificiel. D'accord. C'est-à-dire, c'est qu'on essaye de répliquer artificiellement ce qui se passe en théorie dans le cerveau de façon naturelle. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'engraine, j'ai parlé de coactivation. C'est-à-dire qu'il faut qu'un neurone soit coactivé par plusieurs informations en même temps. Et comme le disait Eve, les cellules qui sont actives ensemble se relient ensemble. D'accord. Donc, quand tu vas avoir des coactivations comme ça, des neurones qui sont coactivés par d'autres, ils vont commencer à développer effectivement des relations plus fortes. Alors, ça veut dire quoi des relations plus fortes? Ça veut dire que les synapses qui les relient deviennent plus efficaces. Une fois qu'on a dit ça, on fait OK, plus efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand je veux faire passer une information par ces synapses-là, par rapport à avant, elles font passer plus d'informations. C'est-à-dire qu'électriquement, elles deviennent plus efficaces aussi, et chimiquement aussi. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ça, pour la même stimulation électrique, si tu veux, d'un coup, tu vas fabriquer plus de PPSE, libérer plus de neurotransmetteurs. De l'autre côté, avoir plus d'effets sur le changement électrique en postsynaptique, et donc avoir une synapse qui devient plus efficace, si tu veux. Et in fine, fabriquer plus de potentiel d'action. Et alors, comment on fait ça concrètement? Comment on mime ce phénomène-là? En fait, on va mettre une électrode sur une voie nerveuse, en général une voie stimulatrice, souvent glutamatergique, donc c'est-à-dire ce qui emploie comme neurotransmetteur le glutamate. Et on va stimuler à haute fréquence cette voie-là. Alors, en fait, c'est une astuce, cette stimulation à haute fréquence. C'est-à-dire, c'est pas ce que fait le cerveau probablement en temps normal. Il n'a pas forcément besoin de travailler dans les types de fréquences qu'on va employer en LTP, puisque c'est des fréquences qui vont classiquement en LTP entre 100 et 400 Hz, ça dépend du type de protocole de simulation. Ça, c'est des fréquences, le cerveau n'a pas besoin de fonctionner naturellement à ces fréquences-là. Pourquoi? Parce que le cerveau, il va coactiver. C'est-à-dire, naturellement, on va faire des coactivations. Mais quand on descend une seule électrode, c'est très difficile de dire, il faudrait mettre une autre électrode pour être sûr, avec 2 électrodes de stimulation, de coactiver les mêmes neurones. Mais ça, on va à la pêche quand on fait ça. Et il y a peu de chances que ça se produise. On peut y arriver un peu, mais c'est quand même pas évident, en tout cas, avec les techniques classiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour contourner cet écueil-là, puisqu'on ne sait pas trop comment coactiver de neurones? On va en mettre une seule, mais on va faire des fréquences tellement élevées que on va commencer par activer le neurone et immédiatement après, il y a une autre stimulation qui arrive, comme s'il était coactivé, dans une fenêtre temporelle très réduite. Et en faisant ça, ce qu'on constate, c'est que une fois qu'on a fini notre stimulation haute fréquence, quand on stimule ces neurones-là exactement comme avant la haute fréquence, ils vont répondre de façon beaucoup plus importante. Et en particulier dans l'hippocampe. C'est-à-dire que d'un coup, pour la même stimulation qu'avant, tu vas fabriquer jusqu'à potentiellement 10 fois plus de potentiel d'action. Donc, par rapport à notre voie dont on parlait tout à l'heure, maintenant, tu as ta voie de chemin de fer, effectivement, tu as placé tes aiguillages, ce qui fait que l'influx électrique, au lieu de se disperser d'une certaine façon dans tes différentes voies, il va emprunter celle-là parce que c'est celle-là la plus efficace, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si tu lançais plusieurs trains, d'accord, sur toutes tes voies, mais il y en a un où c'est une espèce de vieille voie toute tordue, où le train il va avoir un mal fou à prendre de la vitesse, puis une autre c'est une voie de TGV, quoi. D'accord. C'est une comparaison qui a ses limites, mais l'idée un peu c'est ça. C'est que tu vas avoir une efficacité plus grande basée sur ces phénomènes-là. Et au niveau cellulaire, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, et moléculaires, mais ça repose sur des récepteurs qui sont capables de détecter cette coactivation-là. Notamment, c'est pas le seul système qui existe, mais pour la LTP, c'est souvent le récepteur NMDA, un récepteur glutamatergique qui peut fonctionner que s'il y a justement cette coactivation-là. Super.
Alors du coup, j'aimerais bien aborder maintenant le rôle du cortisol ou de l'adrénaline dans la mémorisation. Ok, avant qu'on en passe là, je vais juste préciser quelque chose, c'est que les techniques de LTP, je dis pas qu'elles sont devenues obsolètes, mais maintenant avec les techniques de ce qu'on appelle d'optogénétique, Hmm. donc c'est des techniques où on va utiliser des animaux à qui on aura d'une certaine façon, de différentes manières, injecter des gènes qu'on trouve chez les méduses et qui vont permettre en fait avec de la lumière d'activer certaines populations de neurones très spécifiques par des techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, grâce à ces techniques-là, on a pu faire des choses beaucoup plus précises qu'en LTP classique avec une électrode. Et on a pu, alors c'est pas les seules techniques comme ça, il y a des techniques de pharmacogénétique, etc. Mais toutes ces techniques-là, l'idée c'est qu'on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et notamment chez l'animal, ce sont les techniques qui ont permis de valider de façon définitive la théorie de l'engramme, en créant de façon complètement artificielle un engramme. C'est-à-dire en faisant, comme un des chercheurs de l'époque qui travaillait là-dessus l'a mentionné, de l'inception. C'est-à-dire en fait on va créer un souvenir chez l'animal de quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Comment? En fabriquant un engramme. Ce qui fait qu'après, l'animal, quand on va lui demander de se comporter, il va se comporter comme s'il avait vraiment expérimenté, il avait vraiment enregistré ce souvenir-là en réalité, alors qu'il ne l'a pas fait. Ou presque pareil. Et donc, en fait, ces expériences-là, dans notre génétique, ont validé, en tout cas chez l'animal, de façon définitive, la théorie de l'engramme. C'est pour ça que ça, sont des recherches euh, qui arrivent à faire des choses beaucoup plus précises que ce qu'on faisait en LTP, où en LTP, c'était plus des preuves indirectes. En fait. On a vu l'impact que pouvaient avoir les émotions et la répétition sur le fait qu'un certain engramme se validait. Et justement, je me demandais combien de temps dure ce processus, combien de temps est-ce qu'on met pour consolider un souvenir. Est-ce que ça se fait immédiatement? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans la nuit suivante, durant le sommeil? Ou est-ce que c'est même un processus qui prend peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines? Ah ben ça, ça peut être très variable. C'est-à-dire, tu peux avoir des choses qui sont ce qu'on appelle des apprentissages en un essai, alors en particulier avec de l'émotion, où ça va être en fait le souvenir, il est encodé et consolidé, on va dire, dans la foulée de façon potentiellement très très solide. En particulier quand tu vas avoir des émotions fortes, et en tout cas c'est clairement le cas dans les traumas, tu vas avoir une consolidation, une fois de plus, d'une partie du souvenir. Hein. C'est pas très fidèle, mais tu as une partie du souvenir qui elle est consolidée. Tu vas pas oublier un trauma, si tu veux. C'est par définition, tu peux éventuellement avoir ce qu'on appelle des amnésies post-traumatiques. Ça veut dire que le sujet, non pas qu'il a oublié le trauma, mais en fait, il n'arrive pas à le restituer consciemment, mais il est là. Le souvenir est clairement là parce qu'on voit les effets du stress sur le sujet, même si lui comprend pas ce qui se passe. Et puis après, dans les traumas qui sont pas de l'ordre d'amnésie, où là, clairement, en fait, il y a quelque chose qui partira jamais. Après, on va le rendre plus ou moins confortable pour le sujet avec une bonne psychothérapie, mais on va jamais l'effacer. Maintenant, classiquement, tu as ce qu'on appelle des fenêtres de reconsolidation, c'est-à-dire les fenêtres qu'on voit quand on travaille, alors soit avec des substances chez l'animal, soit par différentes méthodes chez l'humain, où on voit, par exemple, chez l'humain, on sait que quand tu demandes de mémoriser une association simple, d'accord, avec par exemple du conditionnement aversif, donc je sais pas, tu vois un carré rouge, tu prends un choc sur le poignet, pas trop fort, mais quelque chose d'un peu désagréable, ou un choc électrique. Puis quand c'est un carré bleu, tu ne prends pas. L'association entre le carré rouge et le choc, si tu veux, elle va se faire vite, très vite. En quelques essais, tu as compris complètement ce qui se passait. Et tu vas avoir une fenêtre de consolidation, d'après ce qu'on sait, elle dure 5 ou 6 heures. C'était dur. Donc pendant ces 5 ou 6 heures-là, tu peux essayer de modifier. Chaque fois que tu rappelles ce souvenir-là, tu as 5 ou 6 heures pour le modifier. D'accord. Bon, c'est vraiment de ce qu'on sait en labo. Comment ça se passe hors du labo, ça, c'est encore autre chose. D'accord. Et chez l'animal, cette fenêtre temporelle, elle est validée par le fait qu'on sait que, notamment en LTP, et puis même de façon générale aussi en termes de mémorisation d'une information, si pendant ces quelques heures-là, tu mets par exemple ce qu'on appelle des inhibiteurs de synthèse protéique, c'est-à-dire des substances qui vont empêcher quelque part aux synapses de se modifier sur du long terme, où là tu vas avoir besoin de fabriquer de nouvelles protéines. En fait, effectivement, si tu interviens sur ces quelques heures-là, tu vas impacter le souvenir, il va être moins solide qu'avant. Donc voilà, tu as toujours une fenêtre temporelle pendant laquelle, un peu comme je disais tout à l'heure, tu as fait fondre ta glace, mais tu le remets au congélateur, ça va mettre un peu de temps pour se reconsolider. Et donc, tu as une fenêtre temporelle pour intervenir là. C'est ce qu'on fait en thérapie quand on rappelle le souvenir. Donc, on le remet encore de nouveau dans une version où on va pouvoir le modifier. On a quelques heures. Et évidemment, si on rappelle le souvenir et qu'on
on essaie de le modifier, genre 4 jours après, ça va beaucoup moins bien marcher, quoi. D'accord. Donc, tu as une fenêtre temporelle comme ça de quelques heures sur laquelle tu peux intervenir. Et effectivement, le sommeil joue un grand rôle là-dedans. Alors, on n'apprend pas pendant le sommeil. Ça, c'est des expériences qui ont été tentées notamment dans les années 60-70. Genre se passer des cours de maths en dormant. Je sais pas comment on fait pour dormir dans ce cas-là d'ailleurs, mais ça marche pas du tout. Ça, on le sait. Parce qu'on peut pas faire de bon encodage quand on a un niveau de conscience qui est altéré à ce point-là, en fait, qui est aussi bas. En tout cas, si on peut le faire, c'est pas très performant. Par contre, ce qui va se passer dans le sommeil, c'est qu'on va rejouer en fait les informations qu'on a enregistrées, qu'on a fait faire des replays, un peu comme si en accéléré, un peu comme si tu prenais, voilà, tu as ton Blu-ray et puis tu mets en avance rapide, quoi. Donc tu refais passer le film un peu en accéléré. Et en faisant ça, en fait, tu réactives ton engramme et tu vas garder que les parties les plus efficaces de cet engramme-là. Ça ne voudrait pas dire que c'est forcément une bonne idée d'avoir mémorisé ça. Ça peut être des informations utiles ou pas. Il n'y a pas de grand contrôle là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est resté, ce qui était au départ le plus important, en tout cas en termes d'activité cérébrale, tu vas le faire rejouer et donc tu vas le reconsolider, on va dire, sans le vouloir, pendant le sommeil. Donc c'est pour ça que bien dormir, c'est très important pour la mémorisation. Mais il ne faut pas oublier que, comme la plasticité cérébrale, la mémorisation, elle n'a pas on va dire, de valeur en soi. Tu as des mémorisations qui sont très délétères pour le comportement, d'autres qui sont très intéressantes, comme la plasticité. La plasticité, ça peut être super pour récupérer une lésion, pour apprendre, mais la plasticité, c'est aussi la dépression, c'est les troubles anxieux, c'est aussi les addictions, les traumas, etc. Donc voilà, l'idée, c'est que pendant le sommeil, en fait, tu reconsolides et tu favorises cette reconsolidation-là et tu fais un peu le tri aussi des informations. Je te propose de retourner sur les émotions et de voir notamment le rôle du cortisol ou de l'adrénaline dans la consolidation des souvenirs. Parce que je suis tombé sur cette histoire marrante justement où au Moyen Âge, pour se rappeler des événements importants, il prenait un enfant et à la fin de l'événement, il le jetait dans la rivière et il disait justement qu'il se souviendrait de l'histoire toute sa vie. Tu as vu ça dans Mémoire et Émotion de Mago, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai découvert aussi James Mago, donc il raconte cette anecdote enfin, ce fonctionnement dans son livre Mémoire et Émotion. Lui-même explique qu'il a découvert ça relativement récemment, et honnêtement, avant de lire ce bouquin-là, je connaissais pas cette anecdote-là. Effectivement, l'idée, c'est de dire, on prenait alors c'est intéressant parce qu'on prend un enfant. Aussi, donc l'idée, ouais, effectivement, c'est que on le faisait regarder un acte, je sais pas, un mariage ou un acte notarié, après on le poussait dans une rivière sans qu'il se noie, mais simplement que voilà, il prenne un gros coup d'émotion et puis après on le pêchait, comme ça on était sûr qu'il avait mémorisé. Moi, je connaissais une autre anecdote, alors je crois, il faudrait revérifier, mais je crois que c'est Benjamin Franklin je crois que c'est ce scientifique célèbre, je garantis pas, il faudrait que je retrouve, je sais même plus où c'est que j'avais vu cette anecdote-là, qui se baladait dans la nature avec un de ses enfants, et puis ils ont vu, je crois qu'ils ont vu un lézard relativement rare, je crois que c'était, je sais plus s'ils avaient appelé ça un basilic, quelque chose comme ça, et il a mis une petite claque derrière la tête de son fils en disant, tu vois, comme ça tu t'en souviendras toute ta vie. Alors ça paraît très joli comme là, bon, de point de vue éthique, c'est difficilement défendable, de la même façon que ce que décrivait Mago avec l'enfant qu'on poussait au Moyen-Âge dans une rivière. Mais même ça, d'un point de vue scientifique, ça marche pas si bien que ça non plus. Parce que le problème de ça, c'est que quand on crée autant de stress, oui, il y a des parties dont il va très bien se souvenir, l'enfant qui est tombé dans la rivière, d'autres, à mon avis, où ce sera moins flagrant, comme on le mentionnait tout à l'heure. Maintenant, effectivement, c'est intéressant, ça montre effectivement que quand on a l'adrénaline, alors contrairement à ce qu'on voit souvent sur Internet, quand on dit ouais, j'avais le cerveau plein d'adrénaline, en fait, ça va être compliqué parce que l'adrénaline, il n'y a quasiment pas dans le cerveau, c'est la noradrénaline qu'il y a surtout. L'adrénaline n'est pas synthétisée dans le cerveau, elle est synthétisée par des glandes qui sont sur les reins. Donc on est sur un système, contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin, si on compare l'activité cérébrale un peu plus lent, ça reste rapide, mais en termes par rapport à en termes de temporalité, par rapport à ce qu'est capable de faire le cerveau, ça reste un peu plus lent quand même. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas avoir notamment le nerf vague qui contacte évidemment, qui a une influence sur le cerveau et qui lui est sensible à l'adrénaline, les neurones de ce nerf, et donc qui va influencer le cerveau dans son activité quand tu as une sécrétion d'adrénaline
dans l'environnement. Maintenant, il faut quand même réaliser que ça se fait pas toujours ça se fait pas que dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour fabriquer ton adrénaline, comment ça s'est passé? Ton cerveau a analysé une information. Il y a un certain nombre de choses qui lui ont posé problème dans cette situation-là, et donc il a sécrété de l'adrénaline. Donc, tu n'as pas toujours conscience que ça se produit dans ce sens-là, mais c'est ça la réalité, quoi. C'est pas je fabrique de l'adrénaline comme si c'était la magie, que ça venait de l'extérieur. En fait, c'est ton cerveau qui déclenche ça, à travers l'analyse qui fait de l'information. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'il suffit que tu manipules un peu le contexte et tu vas pas fabriquer du tout la même quantité d'adrénaline pour exactement le même comportement. D'accord? Si tu dis à l'enfant avant, tu fais bon alors, je vais te mener au mariage et à tel moment je vais te jeter dans la rivière, il va pas fabriquer du tout la même quantité d'adrénaline au moment de l'acte. Peut-être avant, il va en fabriquer plus, mais au moment de l'acte, il en fabriquera moins. Voilà. Donc, au contraire, si tu le fais par surprise. De la même façon, moi qui suis un adepte des sports de combat, ce que j'écris souvent, c'est si vous allez prendre un coup, exactement le même coup, dehors par surprise dans un contexte où vous l'attendiez pas du tout, et le même coup, la même puissance dans une salle de sport de combat ou sur un ring, et que vous n'allez pas du tout fabriquer le même niveau de stress, et pourtant dans l'impact que vous avez reçu, c'est strictement la même chose. D'accord? Donc les liens, là aussi, l'adrénaline, bien sûr, elle impacte notre fonctionnement cérébral, mais il ne faut pas oublier que c'est notre fonctionnement cérébral qui a déclenché la sécrétion d'adrénaline. Elle ne s'est pas faite comme ça, par magie. Et pareil pour le cortisol, d'ailleurs. Oui. C'est le même principe. J'aime bien cette idée justement qu'en fonction de si l'événement nous tombe dessus ou de si on décide de l'affronter par nous-mêmes, on va pas du tout avoir la même réaction cérébrale et physiologique à la même expérience ou au même événement. Ouais, et puis non seulement ça, mais souvent ce que les gens réalisent pas, c'est que ça se passe même à des étages relativement bas du traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'arriver dans des zones de traitement très élevées pour constater ça. Déjà au niveau perceptif, en fait, nos neurones vont se préparer à traiter un événement en fonction de la probabilité de chances qui se produisent dans l'environnement. Autrement dit, c'est pas je vois quelque chose, mes neurones le traitent, et en fait, ils vont le traiter. Et je parle que de l'aspect perceptif, je passe pas du traitement cognitif de haut niveau, là. Vraiment, l'aspect perceptif, souvent, la vision qu'on a, c'est je vois, je sais pas, un tigre, quel que soit l'endroit où je vois ce tigre, quel que soit le contexte, je vais toujours, mes neurones qui codent pour l'information tigre, enfin qui codent pour l'aspect visuel du tigre, vont toujours réagir de la même façon. C'est pas vrai du tout, en fait. En fait, les neurones se préparent, même au niveau perceptif, en fonction des probabilités que ces stimuli-là, aient une chance d'être dans cet environnement-là. Autrement dit, vous n'allez pas percevoir, et je parle même pas vraiment une fois de plus de traitement de niveau, simplement la perception du tigre ne va pas être la même si vous le voyez dans un zoo, là où vous avez prévu de le voir, ou si vous voyez, vous baladez dans la fac et puis d'un coup il y a un tigre. Même les neurones qui codent pour l'information visuelle de ce tigre-là vont pas se comporter de la même façon. Donc dès les premiers niveaux de traitement, les premiers de collecte de l'information, on va déjà avoir des différences. Et ça prouve bien que les notions de bas haut niveau, moi-même j'emploie ces notions-là, mais on voit bien à quel point cette frontière-là, elle est un peu trouble, parce que si effectivement dès ce qu'on appelle le bas niveau de la perception, et en fait on tient compte de notre expérience antérieure et on tient compte des probabilités que ça se produise, on voit déjà que là déjà il y a un traitement qui est non négligeable, quoi, et qui se base beaucoup, et notre perception, elle est impactée dès le tout début par notre expérience antérieure, donc par notre mémoire. Oui, c'est cette idée que les aires les plus récentes se sont développées au fur et à mesure et en contact avec les aires les plus anciennes, que ça n'a pas été d'un coup une couche supplémentaire qu'on ajoute et qui n'a que très peu de lien avec les autres. C'est l'idée contraire au cerveau mammalien et reptilien dont on entend souvent parler. Ouais, tu as le cerveau mammalien, néo-mammalien, le cerveau humanoïde, ça dépend des appellations que tu mets dessus, quoi. Mais ces notions-là, elles sont clairement obsolètes, quoi. Après, d'un point de vue purement, on va dire, description anatomique, elle peut avoir un certain sens, parce que tu vas retrouver des choses effectivement qui ressemblent un peu, ou qui ressemblent même très proches, hein. Tu prends un hippocampe, même chez des animaux qui sont relativement éloignés de nous, ça peut ressembler pas mal. Mais ça veut pas dire qu'ils fonctionnent de la même façon. Et du coup, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant comment nos émotions, comment notre cerveau reptilien guide en réalité notre cognition. Parce que il y a encore cette idée un petit peu trop répandue que les émotions sont antithétiques à la raison, que soit on est émotionnel, soit on est rationnel. Et du coup, j'aimerais bien qu'on voit comment est-ce que les émotions guident notre cognition et quel rôle elles jouent en réalité dans notre façon de réfléchir.
Alors, là, je vais avoir un point de vue j'allais dire qui m'est personnel, qui m'est pas du tout personnel, en fait, je pense, commence quand même à être très, très, très largement répandu dans la communauté scientifique qui travaille sur ces sujets-là. C'est qu'en fait, il n'y a pas les cognitions et les émotions. Pour moi, ça, c'est une hérésie. Je ne sais même pas comment on arrive à concevoir ça, parce qu'il n'y a aucune base, que ce soit en termes de résultats ou même en termes, j'allais dire, presque de bon sens scientifique de fonctionnement qui pourrait expliquer ça. C'est-à-dire les émotions, c'est une part à part entière, c'est une partie de la cognition. Voilà. Donc il n'y a pas les cognitions d'un côté et les émotions de l'autre. En tout cas, dans l'acceptation qu'on a du terme de cognition moderne. Donc, c'est-à-dire l'idée de prendre des informations, de les traiter et de fabriquer des comportements avec. Donc, en fait, cette relation entre les émotions et la raison, on va dire, alors évidemment, il y a un chercheur célèbre qui s'appelle Antonio Damasio qui a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, en fait, qui a souvent été critiqué, bizarrement, pas tellement sur ce qu'il mentionne comme type de fonctionnement, mais plus sur le titre du bouquin, en disant, beaucoup de gens disent, ouais, mais il a rien compris à Descartes. Bon, pour le coup, Damasio a répondu à ces critiques-là de façon quand même partiellement convaincante, quoi. C'est parce que je trouve que les gens qui critiquent le titre du livre ont aussi une vision de Descartes qui me semble un peu extrême de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a quand même un peu et ça date pas du tout de Descartes, cette dissociation entre raison et émotion. Elle est beaucoup plus antérieure que ça. Elle a été très influencée par la religion aussi, en particulier les religions monothéistes, avec l'idée que finalement, les émotions, forcément, parce que quand on a des émotions fortes, on est moins contrôlable. Donc, si l'idée c'est de se soumettre à une entité supérieure, on s'en éloigne. Donc, moi, il y a un bouquin que je conseille de lire, ou au moins à voir le film, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco et le film de Jean-Jacques Hano, parce que on voit bien quelque part dans ce film-là à quel point, alors je vais pas spoiler le film, hein, je vous conseille d'aller le voir, ou encore mieux de lire le livre de Eco, et à quel point on voit que les émotions, notamment la joie ou le rire, sont des choses qui, pour certains intégristes religieux de l'époque, éloignaient de Dieu. Donc, et en fait, il y a cette notion-là, c'est une notion qu'on retrouve d'abord dès l'Antiquité, qu'on retrouve très fortement chez Saint-Augustin aussi, ce qui est assez logique vu l'impact de la religion, mais qui a complètement traversé les époques et qui continue à être finalement dans son acceptation grand public tout aussi forte qu'avant, l'idée que on a de côté la raison, de l'autre côté les émotions, ce qui correspond en fait pas du tout à la réalité, et qui en plus permet en général de mettre des jolis stéréotypes dessus, en particulier des stéréotypes sexistes, du style, voilà, les femmes elles sont émotionnelles, donc en général le raisonnement est pas terrible. Donc, ce qui en dit long quand même sur le biais quand même de ce concept-là. Alors qu'en fait, on s'aperçoit, et Damasio l'a montré de façon très claire, mais il n'a pas été le premier à identifier ça, qu'on a absolument besoin des émotions pour faire du raisonnement. Et j'allais dire, paradoxalement, de façon un peu, on va dire, anti-intuitive, contre-intuitive, plus en fait la prise de décision va être complexe et plus on va avoir besoin des émotions. Parce que quand on a une prise de décision complexe, c'est-à-dire que quand la solution ne s'impose pas à nous de façon évidente, quand on a un choix à faire entre deux solutions où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait, souvent, en particulier quand c'est quelque chose d'important pour nous, c'est les émotions qui vont être capables de nous pousser en général vers la bonne solution. Et j'en discutais encore avec mes étudiants en master il n'y a pas longtemps, parce qu'ils me disaient, oui, mais quand même, et il disait de façon tout à fait pertinente, parce que ça correspond à certaines expériences, parfois quand on prend des décisions sous l'effet de la colère et de la peur, c'est pas les bonnes. Ce qui est vrai. Il faut pas oublier qu'il y a un biais là-dedans. C'est qu'on va se souvenir justement des fois où on a pris la mauvaise décision parce qu'on était en colère ou on avait peur. On va rarement se souvenir des fois où on a pris la bonne décision parce qu'on était en colère ou on avait peur. Et alors, sans même pas, alors ça, c'est des émotions les plus spectaculaires. Elles sont pas forcément toujours les plus utiles pour prendre des décisions. C'est parfois de l'ordre de ça, de peur et colère, mais d'une version un peu plus édulcorée. On va dire, ça va être, on va dire une crainte ou une attraction, on va dire, ou un désagrément, mais c'est pas forcément aussi important. Mais ça nous est tous arrivé aussi, dans une interaction par exemple sociale, de se mettre en colère et d'avoir un résultat positif en face. De, par exemple, se faire respecter ou de montrer qu'on ne cesse pas marcher sur les pieds. Et en fait, on va constater que parfois, le résultat de ça, c'était la bonne décision. En fait. Et parfois pas.
Mais on va avoir dans la représentation grand public de ça systématiquement que la version négative. C'est-à-dire souvent se dire ben voilà, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'étais en colère, parce qu'on va en fait analyser ça à long terme et on va s'apercevoir que bah, c'était ouais, peut-être là ce coup-ci c'était pas la bonne idée, mais c'est rarement aussi linéaire que ça. Et ce que montre Damasio et d'autres chercheurs aussi, c'est que quand on a des structures cérébrales qui ont été impactées par des lésions, par exemple, par des tumeurs ou des opérations post-tumeurs, notamment du côté du cortex préfrontal, on va avoir des gens qui ont l'air en apparence totalement normaux, c'est-à-dire que ça a été tout, d'ailleurs, tout, on va dire tout l'enjeu de ces recherches-là, c'est que c'était des patients, y compris des patients, alors un des patients célèbres que mentionne Damasio, c'est Elliott, mais on a ce genre de comportement chez beaucoup de patients avec des lésions frontales, ce qu'on appelle un syndrome frontal. Donc dans le cas d'Elliott, il avait une tumeur au niveau frontal, préfrontal, et on lui a enlevé. Donc il avait voilà, une partie du cerveau qu'on avait enlevé au niveau frontal. Et quand on lui faisait passer les tests, toute la batterie de tests classiques qu'on peut passer sur le langage, la mémoire, etc., on s'apercevait, y compris la prise de décision de façon, on va dire, avec les tests classiques, on s'apercevait que non seulement il n'était pas déficitaire, mais il était très performant. Et pourtant, quand on regardait sa vie au quotidien, on voyait que sa vie avait complètement basculé. Et c'est-à-dire qu'il avait, ça faisait des années qu'il prenait les mauvaises décisions pour sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et que ça avait engendré de très graves conséquences sur son confort, on va dire. Et en fait, l'une des théories de Damasio, qui à mon avis, enfin, on peut discuter du détail de sa théorie, mais en tout cas, l'idée derrière, c'est de dire, en fait, quand on est confronté à deux décisions complexes, en fait, les émotions basées sur notre vécu, sur toutes les expériences qu'on a accumulées dans notre vie, vont nous pousser, même sans qu'on le... Enfin, on va dire ce qu'on appelle, ce que les Américains ou les Anglais appellent le gut feeling, c'est-à-dire le ressenti des tripes, et ça correspond vraiment à une réalité scientifique, c'est-à-dire que vous allez avoir ce que Damasio appelle des marqueurs somatiques, c'est-à-dire une petite sensation, on va dire, comme si un petit stress, positif ou négatif, qui vous guide vers une décision ou une autre. Et on va s'apercevoir que si on n'a pas ça, en fait, on va devoir faire une comparaison, mais très froide de la situation, à dire alors voilà les plus, voilà les moins, sauf que ça, c'est super lent, c'est complexe, et le résultat, souvent, est mauvais. Parce que c'est trop complexe, en fait, à analyser, sans qu'on ait une petite aide basée sur tout notre vécu, de dire non, mais c'est vers là que tu veux aller. Et souvent, la petite expérience que je mentionne à mes étudiants, c'est quand vraiment on est face à un choix et on n'arrive pas à trancher. La solution, c'est de tirer à pile ou face. Non pas pour que la pièce nous dise quel choix il faut faire, mais pour être attentif à son ressenti quand la pièce va tomber. Mmh. C'est-à-dire dire voilà, face, je prends la décision A, B, pile, je prends la décision B. On s'en fiche de si c'est pile ou face. L'important, c'est qu'est-ce que je ressens quand la pièce tombe et que je vois. Si je vois que c'est face et je fais, tu vois, c'est pas très flagrant comme sentiment. Tu sens que petit désagrément, ben en fait, c'est l'autre décision qu'il fallait prendre. Et si au contraire, tu as un petit sourire, tu vois, tu te sens presque sourire de l'intérieur, c'est par là. Ça, c'est ce qu'on appelle le gut feeling, et ça correspond en fait au fait que, on parle de gut feeling, mais c'est aussi des structures très récentes au niveau cérébral qui sont en action ici aussi, et qui en fait vont te pousser. Donc en fait, pour faire de la rationalité, on a très souvent besoin de nos émotions. Et l'idée de dire que quelqu'un qui est très froid, comme ça, qui ressent pas les émotions, va systématiquement prendre les bonnes décisions, c'est totalement faux. D'accord. En tout cas, sauf si évidemment c'est sur des tâches très répétitives où il faut prendre une décision rapidement, mais c'est une tâche qu'on maîtrise vraiment bien. Mais ça, c'est pas si souvent que ça dans la vie. D'accord. C'est-à-dire le stress, ça va booster la performance si c'est sur des tâches qu'on maîtrise bien. Et dès qu'on va être sur quelque chose qui est un peu plus inhabituel, là, on va vraiment en avoir besoin, quoi. Ça va pas toujours être performant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a pas, c'est bien pire. D'accord. Donc l'idée de distinguer rationalité et émotion, à mon avis, c'est une erreur dans la plupart des expériences, on va dire, quotidiennes qu'on a. Sans émotion, c'est un petit peu comme si on n'avait plus à donner un poids aux événements, un petit peu comme si on n'avait plus une hiérarchie des faits, qu'on n'avait plus à les hiérarchiser proprement. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que le moindre fait, même inutile, devient tout aussi important qu'un fait majeur, et donc on n'arrive plus à décider puisqu'il y a trop de choses à prendre en compte, on n'arrive plus à discriminer. Exactement, tu as employé le bon terme, c'est le terme de poids en fait. Parce que l'idée, c'est que si tu n'as pas d'émotion, en fait, tu apprends pas de tes erreurs. L'idée derrière la théorie de Damasio, c'est ça, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est de dire, ok, j'ai déjà rencontré ce contexte-là avant, ou quelque chose de très similaire.
j'avais pris telle décision, et quand je vois et au fur et à mesure des conséquences de cette décision, j'ai développé un sentiment positif ou négatif, et je me souviens de ça. Et maintenant, je me retrouve dans un contexte qui ressemble pas mal à ça, où je dois prendre une décision qui est un peu similaire. Sur la base de mon vécu, qu'est-ce que je ressens en fait? Est-ce que c'est quelque chose je me dis, bah, si je prends cette décision-là, c'est quoi le type de souvenir que j'invoque plus ou moins consciemment? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une connotation positive ou négative? D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est le système parfait, et ça ne veut pas dire que c'est le système qui marche, on va dire, en un essai. C'est-à-dire, si on apprenait nos erreurs au premier coup, voilà, ce serait facile la vie. Ce serait triste, probablement, mais ce serait facile. C'est-à-dire, donc, voilà, et c'est le comparaison que je prends souvent en cours, c'est, voilà, c'est, on a fait une rupture amoureuse, voilà, c'était pas la bonne personne, clairement, pour différentes raisons. Et puis, je rencontre une autre personne, bon, là, éventuellement, j'ai un peu appris quand même ce qui me correspond ou pas. Maintenant, si on fait pas bien ça, ben, en fait, on enchaîne les relations qui se ressemblent vraiment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on s'aperçoit qu'on a toujours choisi le même type de personne et qu'on continue à aller dans le mur, ben, il faut peut-être se poser quelques questions. Et c'est là où les émotions sont importantes aussi. C'est celles qui vont être capables de nous dire, dès qu'on rencontre la personne, qui vont faire sonner un petit signal en disant ça, je connais. Et c'est pas une bonne idée. D'accord. Donc, et ça, sans les émotions, je vois pas comment on fait ça. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et puis on est une espèce d'animal froid en mode robot sans intelligence artificielle. On dit alors voilà les plus, voilà les moins. Ben tiens, je choisis. Ouais, sauf que c'est exactement ça que tu as fait les 4 fois précédentes et ça a donné systématiquement un mauvais résultat. Pourquoi? Parce que t'as pas d'émotion. Ouais, c'est vraiment l'idée que sans émotion, on n'arrive plus à faire de distinction. Et justement, étant donné le fait qu'on peut avoir qu'une certaine quantité finie d'informations dans notre champ de conscience, on va dire, est-ce que justement les émotions ne viennent pas nous donner un indice de ce qui se passe dans le fond, de ce qui se passe avec les informations que l'on perçoit, mais qui sont pas traitées consciemment? Oui, bien sûr. Alors après, faut pas confondre ce qui est de l'ordre du conscient de l'aspect volontaire. C'est une confusion assez courante, c'est-à-dire que parfois les gens ils disent ouais mais ça c'est inconscient, et en fait c'est pas inconscient qui veut le dire, c'est involontaire. Hmm. C'est-à-dire tu peux faire quelque chose voilà qui s'impose à toi, un certain nombre d'actions, de comportements, mais tu es parfaitement conscient de les faire, au moment où tu les fais, mais tu as l'impression de ne pas avoir eu un contrôle total de ce que tu es en train de faire. Mais par contre tu es conscient. Après il y a un autre aspect, c'est de l'ordre de l'inconscient. Autrement dit, tu as fait un certain nombre de comportements basés sur des processus dont tu n'as pas conscience, qui sont en train de se produire ou qui se sont produits. Mais si on te demandait d'analyser un peu ce que tu viens de faire, quelles sont les informations qui t'ont servi pour faire ça, tu aurais du mal à le savoir. D'accord? Donc, pareil, comme illustration de ça, je pourrais dire, voilà, tu croises une personne dans la rue, tu sens un parfum, ça te déclenche une émotion, et il te faut un petit temps quand même, tout un effort cognitif pour dire, mais pourquoi j'ai ressenti ça? Hmm. Donc effectivement, tu as parfaitement conscience de ce qui s'est passé, d'accord? Et tu as parfaitement conscience du moins de l'émotion que tu es en train de ressentir, mais tu n'as pas un accès immédiat conscient aux informations qui t'ont permis de fabriquer ça. Et en fait, il va falloir un effort cognitif pour te dire, ah oui, c'est vrai que c'était le parfum de telle personne avec qui j'ai vécu il y a 15 ans, et donc ça a réactivé ça. Donc ça marche particulièrement bien avec l'olfaction, ça. Et notamment parce qu'on n'est pas des êtres humains qui sont très performants, on n'est pas des êtres qui sont très performants en olfaction, en termes de discrimination, des choses comme ça, mais elles ont une un fort impact sur nos comportements. Et du coup, tu as les odeurs, et donc dans un premier temps, tu fabriques une émotion, mais les informations qui t'ont permis d'obtenir cette émotion-là, tu n'en as pas conscience sur le moment. Tu peux les retrouver éventuellement, enfin toujours, mais en tout cas une partie. Et ça s'est imposé à toi. C'est-à-dire que c'est volontaire, ce ressenti-là, si tu veux. Donc, mais la question du niveau de conscience, souvent on dit oui, alors les parties inconscientes, c'est des vieilles parties du cerveau. Là aussi, c'est pas aussi simple que ça, une fois de plus, parce que ces vieilles parties, elles sont aussi en connexion avec des structures qui sont très impliquées dans la conscience. Mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que dans certains comportements, tu vas avoir un niveau de conscience plus ou moins important. C'est-à-dire que quand ça va être des comportements très rapides, c'est-à-dire voilà, il y a quelque chose qui bouge, tu te lèves du milieu ou des choses comme ça, le niveau de conscience il est relativement bas au moment où tu fabriques ce comportement-là. Maintenant, après, a posteriori, et très rapidement derrière, hein,
tu as conscience de ce que tu es en train de faire. D'accord. Mais même là, c'est toujours un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ça bouge dans les herbes à côté de moi, je me lève du milieu, tu vas peut-être pas bouger tout à fait de la même façon si tu te balades dans une pinède en Provence ou au milieu de la jungle guyanaise, quoi. Tu vois, parce que ton cadre de lecture à ce moment-là, tu as analysé, tu sais que là tu es dans un environnement où il y a quand même peu de chances de tomber sur un animal vraiment dangereux, tandis que dans l'autre, il y a de fortes chances. Donc, et peut-être ta réaction ne va pas du tout être la même, alors que finalement le stimulus c'est le même, hein, ça bouge un peu dans les fougères, quoi. D'accord. On commence à arriver à court de temps, donc je te propose de passer sur les suppléments, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode et qui vont être intéressées de savoir comment améliorer leur mémoire. Et du coup, est-ce qu'il y a des suppléments qui fonctionnent ou est-ce que c'est juste des choses pour faire vendre et pour faire des sous, mais sans vraiment de résultats? Non, il n'y a aucun supplément qui est la pilule magique de la mémoire. Mais ce que je conseille que je donne aux étudiants, enfin à tout le monde d'ailleurs, c'est que n'achetez surtout pas les pilules que vous trouvez en pharmacie, qui comme par hasard déjà se vendent sans ordonnance. Alors un truc très efficace sur le cerveau qui se vend sans ordonnance et qui est très spécifique en plus, ça agirait que sur la mémoire, quoi. Il y a des chances qu'on vende ça sans ordonnance. Vous imaginez bien que ça se produit pas comme ça. Et croyez-moi, il y a depuis notamment la découverte du fonctionnement du récepteur NMDA dont je parlais tout à l'heure pour LTP, croyez-moi, même tous les plus grands chercheurs ont essayé de s'atteler à trouver la pilule magique qui permettrait, notamment en boostant ces récepteurs-là, de booster la mémoire sans effet secondaire majeur, et ça marche pas du tout. À commencer par le fait que le récepteur NMDA il fait rentrer du calcium dans les cellules et que le calcium à haut niveau c'est mortel pour les cellules, et puis surtout avant d'être mortel ça crée de la plasticité qui peut être potentiellement dangereuse, et même si elle n'est pas dangereuse, c'est pas sûr que vous allez vous souvenir juste de ce que vous voulez. En fait, vous allez probablement mémoriser aussi d'autres choses, mais ça, en fait, le problème, c'est que moi, je l'ai vu aussi sur des animaux mutants sur lesquels je travaillais, c'est-à-dire que quand tu as un animal qui fait de la plasticité trop facilement, ce qui serait l'équivalent d'un humain à qui on a donné une pilule et puis du coup ça booste sa plasticité. Le problème c'est que quand il traverse une rue, pour lui le fait que le feu soit rouge ou que le bonhomme il soit vert, ça a la même importance que la couleur du bitume, quoi. Donc je suis pas sûr qu'à l'arrivée ça fabrique un comportement qui est très adapté, quoi. La mémoire elle doit trier aussi au moment où on encode. Donc non, il n'y a pas de supplément qui booste la mémoire. En fait, il y a des suppléments qui boostent l'attention. Et donc, ça donne l'impression qu'on mémorise plus. Pourquoi? Parce qu'on est plus réveillé. Donc, ce que je dis aux étudiants, c'est dormez mieux. Donc, ça, c'est le conseil classique. Dormez plus pour mieux consolider. Et puis, si vraiment vous avez besoin d'une aide, au lieu d'acheter des pilules à 2000 € le kilo, buvez du café. Voilà. C'est parce que, en fait, ce qu'il y a dans ces pilules, c'est essentiellement ça. C'est du café ou des simili, trucs de ce style-là, qui vont juste booster votre éveil, en fait. Et vous pouvez aller c'est un peu le même phénomène de façon plus forte. Si vous prenez des amphétamines, ça va augmenter votre niveau d'éveil, ce qui va vous permettre effectivement d'être attentif sur des périodes plus longues et de vous donner l'impression que vous allez mieux mémoriser, mais le résultat il est là aussi il est très probabiliste, quoi. C'est-à-dire ça pourra marcher dans un premier temps, par contre donner des résultats très délétères en termes de mémoire potentiellement, et en tout cas le résultat est absolument pas garanti, plus le fait que dans le cas en tout cas des amphétamines, c'est très dangereux pour le cerveau et pour votre comportement de façon générale. Mais voilà, tout ce que ne prenez pas de suppléments, toutes ces histoires de phosphore, tout ça, c'est une vaste blague en fait, surtout dans les populations occidentales où en fait les carences dans ces différents éléments sont quand même relativement rares, sauf à faire un régime alimentaire vraiment très spécial. Alors, vous pouvez prendre des suppléments, genre des vitamines, des minéraux, tout ça, parce que ça va globalement améliorer un petit peu à la marge votre système de façon générale, mais pas le cerveau en particulier, et certainement pas la mémoire de façon spécifique. Maintenant, si vous attendez de ça des résultats spectaculaires, croyez-moi, si vous dormez mieux, ce sera nettement plus spectaculaire. Ça, c'est sûr. Là, la différence, elle sera majeure. Elle sera pas du tout à la marge. Et si nécessaire, prendre du café, et ça marche très bien. Surtout que le sommeil a un double effet puisqu'il permet, après l'apprentissage, d'avoir une meilleure consolidation et avant l'apprentissage, d'avoir plus d'éveil, plus de vigilance. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc, une fois de plus, c'est pas juste on se repose pendant le sommeil. En fait, on traite l'information aussi.
Mais bon, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que tu peux aussi consolider des choses qui sont pas agréables. Donc voilà. Mm. Mais voilà, donc non, par pitié, arrêtez de dépenser des sous et surtout n'écoutez pas certains pharmaciens ou en tout cas pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, les deux, dont on va dire je sais pas tous heureusement, hein, mais à partir du moment où quelqu'un vient lui dire j'ai des petits problèmes de mémoire, il commence à lui sortir un tube de pilule. On va dire que, alors, à minima, on va dire dans la meilleure version, c'est quelqu'un qui est pas compétent. Dans la pire version, c'est un charlatan. Voilà. Donc, il n'y a pas de pilule qui booste la mémoire de façon spécifique et sans créer plus de dégâts qu'autre chose. J'aimerais bien voir les comportements, les astuces qu'une personne pourrait prendre pour améliorer sa mémoire. Donc on a vu que le sommeil était essentiel, donc bien dormir. On a vu que les personnes pouvaient aussi prendre de la caféine. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qui pourraient faciliter la rétention des choses? Comme par exemple, je pensais à l'exercice physique ou à l'exposition au froid. Ouais, on n'est pas obligé d'entrer dans ce genre à mon avis, de méthode, mais l'exercice physique, c'est plus qu'il va, alors potentiellement, alors pas trop non plus, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'être épuisé, mais ça peut être l'idée d'arriver avec. L'idée, c'est de préparer son cerveau le plus possible à une prise d'information. Donc évidemment, ça va être d'être reposé, ça va être d'être bien nourri, mais pas trop non plus. D'être éventuellement apaisé par avoir fait du sport avant, mais pas trop non plus pour pas être épuisé. Donc c'est tout un ensemble de conseils de base, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est pour ça que j'entends en ce moment les termes de biohacking. Et ça me fait beaucoup rire parce que quand on voit les, les conseils de ces influenceurs biohacking, ils vont dire oui, en fait, tu es en train de nous dire qu'il faut bien manger, bien dormir et bien respirer. Merci, c'est pas exactement un scoop, hein, on n'est pas dans l'innovation scientifique. Donc autrement dit, quand on est en bonne santé, on va mieux. Ouais, super, merci beaucoup pour le raisonnement circulaire. Mais non, l'idée c'est de façon plus spécifique, la fameuse idée de dire relisez votre cours avant d'entrer dans la suite, enfin avant de suivre la suite du cours. En fait, l'idée c'est de préparer un peu son cerveau aux nouvelles informations. Donc là, par contre, pour le coup, c'est beaucoup plus spécifique que simplement, voilà, je sais pas, être au froid, etc. Mais ça va être de dire, ok, je vais préparer mon cerveau non pas de façon générale, mais à recevoir cette information-là en particulier. Et donc la meilleure solution dans ce cas-là, c'est pas forcément, je suis pas trop pour les conseils qui seront jamais appliqués, de style, enfin, dire à des étudiants en fac, alors quand vous rentrez à la maison, vous relisez votre cours, tous vos cours, et puis juste avant le cours, vous les relisez. Enfin, moi, je veux bien donner ces conseils-là, mais ça sert à rien de donner des conseils qui vont être appliqués par 0,01% de la promo, d'accord? Mais on peut, un peu pareil que les gens qui veulent se mettre au sport et qui d'entrée veulent se faire une séance d'1 h 30, qui va les mettre, on va dire, en PLS et du coup ils vont jamais revenir à la salle de sport. Il vaut mieux commencer par 20 minutes et éviter de se faire un trauma avec ça. De la même façon, il vaut mieux être efficace mais pas trop ambitieux, c'est-à-dire faire quelque chose dont on sait que même avec peu de motivation, on va être capable de le faire, ça. Voilà. Donc ça peut être tout simplement, moi ce que je fais en général au début de mes cours, souvent, c'est que je rappelle un tout petit peu ce que je redemande aux étudiants ce qu'ils ont retenu de précédemment, non pas du tout pour les tester. Moi, c'est pas mon but en l'occurrence, c'est simplement pour les mettre dans un état où ils se rappellent de l'information qu'on a vue avant, donc ils réactivent cet engramme-là. Cet engramme-là est un peu plus actif que s'ils l'avaient pas fait, et du coup, ils auront plus de facilité à rappeler des informations dessus. Mais ça peut être tout simple, ça peut être très basique, hein. C'est pas forcément je relis mon cours la veille. Ça peut être juste, allez, je vais rentrer en cours là, j'ai 5 minutes, et parfois c'est 5 minutes, hein. Je relis vite fait les parties essentielles de mon cours précédent, de mon cours de la semaine dernière. Et ça peut être 5 minutes. Et déjà, ça prépare votre cerveau, et en l'occurrence l'engramme de ce cours-là, enfin de ces notions-là, il va être déjà un peu plus prêt à recevoir l'information. Ouais. Parce que tu l'auras réactivé. Oui, il est ce qu'on appelle en phase labile, c'est-à-dire modifiable. J'ai préparé un épisode sur l'apprentissage et il y avait justement cette idée que dans le fait de se tester, l'exposition à l'erreur, donc là par exemple ce serait un étudiant qui répondrait par une mauvaise réponse à ta question, donc que l'exposition à l'erreur permettrait de pointer, de montrer à ton cerveau ce qu'il doit retenir et donc permettrait de mieux ancrer le souvenir d'une façon globale pour plus tard.
Alors ça se tient dans le sens où en fait tout simplement là aussi tu vas créer de l'émotion en faisant Hmm. ça. C'est-à-dire que tu vas créer, c'est-à-dire que l'étudiant va répondre. Alors il faut pas, à mon avis, là c'est le rôle de l'enseignant de pas y aller trop fort en lui disant non c'est n'importe quoi ce que tu dis. Hmm. Parce que si tu fais ça, d'un point de vue éthique, c'est indéfendable, parce que tu as quelqu'un qui a participé, donc la moindre des choses, c'est de respecter l'étudiant. Et deux, tu vas créer du stress qui va être délétère. Donc ça sert à rien. D'accord. C'est le côté très conception très judéo-chrétien de l'apprentissage, à mon avis, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que croire qu'on apprend à coups de baguette, ça marche pour des trucs très très basiques. Hein. Dès qu'on va être sur quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire des concepts qu'on apprend à la fac, la baguette, ça marche pas. Donc ça, il faudrait sortir de cette conception-là aussi. Ce qui marche, c'est beaucoup plus, c'est la carotte. Autrement dit, c'est l'aspect positif. Autrement dit, l'idée, c'est de dire de façon tout à fait logique, en général, quand on est étudiant, même s'il donne une mauvaise réponse, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans ce qu'il vient de dire. Hmm. Ne serait-ce que parce que la question, c'est comment il en est arrivé à ce raisonnement-là. Et ce cheminement-là, il est toujours intéressant à analyser. Et c'est pas de la démago, c'est une réalité. C'est-à-dire que il a fait un raisonnement, et il y a probablement quelque chose de pertinent dans cette façon de raisonner. Le truc, c'est à ce moment-là de souligner le fait que, en fait, quand on va dire à l'étudiant, tu vois, en fait, la réalité, c'est pas tout à fait ça, ou la réponse, c'est pas tout à fait ça. En fait, tu crées un effet de contraste, de surprise, si tu veux, qui va créer une émotion qui va lui permettre, et du coup, l'étudiant va se retrouver dans un état où il va, où quelque part, son cerveau est plus à même, à ce moment-là, d'incorporer la nouvelle information. Parce que justement, il y a cet effet de science, si tu veux, de l'information. Il se dit, ah ben tiens, c'est pas tout à fait ça. Et en faisant ça, il traite l'information en profondeur. Et donc, il va la mémoriser. Donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, l'apprentissage, de réaliser qu'on a fait une erreur, et d'où l'importance de l'interaction en cours, y compris en amphi. Et en fait, dès qu'il n'y a pas d'interaction, en fait, on perd son temps. En fait, moi, je dis souvent aux étudiants, si vous êtes venu là juste pour écouter et puis vous mettre en EEG plat le reste du temps, allez à la plage, ça vaut pas le coup d'être là. Vous êtes en train de perdre 2 heures de votre vie pour rien, quoi. Donc, il faut, même si on répond pas aux questions, ou qu'on n'en pose pas, l'important c'est de se dire, ok, il y a telle question qui a été posée, qu'est-ce que moi je répondrai? Voilà. Et à ce moment-là, de ce fait-là, on traite l'information et du coup, on la mémorise mieux. Et quand un étudiant effectivement répond, même si c'est pas la bonne chose, c'est pas grave parce qu'effectivement on retraite du coup derrière l'information et parce qu'il y a ce petit effet de surprise, on va mieux mémoriser. Et cette erreur-là, on va effectivement l'éradiquer de façon plus facile. Oui, c'est ça. Il faut pas apporter un jugement négatif sur l'erreur, faut plus l'avoir comme une occasion d'apprentissage. Donc pour les étudiants qui nous écoutent, vaut mieux se lancer, vaut mieux se tromper, et au moins on sera stupide qu'une seule fois et ça évitera de le rester. Ouais, mais non seulement ça, mais il y a une espèce c'est presque, j'allais dire, c'est un truc qui est totalement paradoxal. En tout cas, heureusement, je pense que ça se produit rarement à la fac, en tout cas, et j'espère aussi rarement dans d'autres niveaux d'enseignement, c'est de dire en fait, je suis là pour apprendre quelque chose aux gens, donc par définition, ils le savent pas. Et donc, même si on leur a appris une fois, forcément, ils ne le maîtrisent pas parce qu'ils l'ont vu qu'une seule fois et que c'est facile pour un prof qui enseigne ça depuis 20 ans et de considérer que c'est facile parce qu'il enseigne depuis 20 ans. Alors que l'étudiant, lui, c'est la première fois qu'il le voit. Il a zéro motivation spontanée pour mémoriser ça, son cerveau, par définition, parce que c'est pas une question de survie. Et de dire, bah voilà, et donc, je suis payé pour apprendre quelque chose aux gens. Mais par contre, si au premier essai ils ne savent pas, ben, je retombe dessus plein pot, quoi. Donc en Mm. fait, je suis en train de me dire, mais en fait, mon métier il sert à rien en faisant ça. D'accord. Il y a une espèce de paradoxe de dire, ben, je suis là pour apprendre quelque chose aux gens, et puis en fait, je me moque d'eux s'ils apprennent pas, quoi. Ben ouais, mais s'ils n'ont pas appris, ben en fait, c'est ta faute, quoi. Enfin, c'est pas que ta faute, ça dépend aussi de l'investissement des étudiants, mais à toi aussi de les mettre dans la situation où ils seront plus à même de mémoriser ça, quoi. On peut toujours partir sur l'idée de dire, bon, ils sont à la fac, ils sont pas obligés d'être là, donc finalement, je vais faire un cours très austère, hein, et puis tant pis pour eux s'ils apprennent pas. C'est une posture que je peux comprendre, hein, parce que c'est une posture qui se base sur le fait, j'ai affaire à des adultes matures, etc., motivés. Bon, très bien, c'est très gentil tout ça, mais ça correspond pas à la réalité. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour améliorer les choses, quoi. Après, ça peut être une posture que voilà, que moi j'entends. Maintenant, je pense que la forme, elle a une importance parce que si on prépare mieux les cerveaux à recevoir l'information, à l'arrivée ça marche mieux. Et c'est quand même pour ça qu'on est payé, quand même. Je rappelle, c'est pas juste si c'est juste pour donner des cours et pour dire, du coup, si je fais un cours le plus austère possible, il y a que les meilleurs
en supposant que ce soit vraiment ça qu'on essaye de faire, qui vont rester, bah, j'ai raté complètement mon objectif parce que nous, notre objectif, c'est le service public et c'est d'essayer, même si évidemment on fait de la sélection, moi le premier, mais essayer de mettre les gens le plus à même de répondre à cette sélection-là. Donc, et ça, on peut le faire que en les amenant à traiter l'information en profondeur. En restant sur ce sujet, j'aimerais bien nous orienter vers une partie peut-être un peu plus autobiographique, puisque tu es professeur, tu t'occupes aussi des masters si je me rappelle bien. Ouais, je suis co-responsable du master de neuropsy d'Aix-Marseille. Et du coup, comment s'est manifesté cet intérêt pour la transmission et pour l'aide des autres dans le développement de leurs connaissances? Bon, la transmission, j'allais dire, il y a peut-être un aspect un peu atavique là-dessus, parce que moi, j'avais pas mal d'enseignants dans mon entourage, ce qui n'est pas inhabituel d'ailleurs pour un enseignant-chercheur. Après, il faut réaliser que tous les enseignants-chercheurs que vous avez, ils sont avant tout des gens qui sont formés à la recherche, et qui, pour certains comme moi, ont fini par faire de l'enseignement aussi. D'accord. Parce qu'on a tous, pour la plupart, enfin, c'est voilà, candidaté à la fois sur des postes de chercheurs ou des gens qui font que de la recherche ou parfois un petit peu d'enseignement, mais c'est pas leur activité du tout principale. Et puis certains d'entre nous sont voilà pour des raisons souvent d'opportunité, hein, c'est-à-dire on a eu un poste d'enseignant-chercheur et pas forcément un poste de chercheur, ou on a eu les deux, on a eu choisi, bon, peu importe. Et c'est souvent peu, je dirais, alors par défaut, ça paraît un peu délétère pour l'enseignement, mais c'est pas forcément. Enfin, moi, je trouve que c'est un métier qui est pas facile. C'est pas la mine de sel non plus, hein, faut pas exagérer, mais disons, c'est plutôt les conditions dans lesquelles on le fait qui sont largement questionnables par rapport à ce qu'on pourrait faire de cet outil magnifique qui est l'université. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça reste un métier personnellement, moi, je trouve extraordinaire, à la fois le renseignement et la recherche. À titre personnel, je trouve la recherche plus difficile. Peut-être parce que la récompense est moins rapidement là aussi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que quand on fait de l'enseignement et qu'on a l'impression que, quand même, je dis pas du tout qu'on a enflammé un amphi, c'est certainement pas ça qu'on arrive à faire, mais qu'on a réussi quand même à susciter de l'intérêt chez un certain nombre d'étudiants, à avoir un échange productif, à voir que voilà, ça, on va dire les notions principales, on a quand même réussi à les faire passer à un certain nombre d'étudiants. La récompense, elle est tout de suite. Elle est là. Dans la recherche, la récompense, elle arrive des mois, voire des années après, quoi, ou ça peut être parfois instantanément quand voilà, on fait une expérience, puis ça marche. Mais en général, c'est on fait des expériences et puis on analyse les résultats, et puis ça marche pas ou ça marche pas comme on voudrait, puis on y revient, etc. Et au bout de X mois ou années de ce processus-là, on obtient quelque chose, on se dit ah tiens, ça c'est pas mal. Donc c'est vraiment de la récompense, on va dire, très différée. Maintenant, l'exercice intellectuel, effectivement, est super intéressant en recherche. Et puis surtout, il nourrit l'enseignement. Et il nourrit pas simplement en termes de contenu, mais en termes de façon de voir, en fait. C'est pour ça que c'est très important, à mon avis, d'avoir des enseignants-chercheurs, parce que c'est des gens qui vont être d'abord les mains dans le cambouis, même s'ils enseignent quelque chose qui n'est pas des expériences qu'eux-mêmes ont fait. Quand on lit, nous, un article, on est enseignant-chercheur, comment on fait de la recherche, on a un cadre de lecture qui est beaucoup plus expert. Et on voit éventuellement les qualités ou les défauts de la recherche qu'on est en train de lire et qu'on va devoir transmettre aux étudiants. Et on va pouvoir mettre un peu de subtilité dans tout ça, ce qui est absolument fondamental, même si l'époque actuelle s'y prête pas du tout. Mais et pourtant, c'est la réalité. Enfin, il n'y a pas de solution simple à un problème complexe, contrairement à ce que beaucoup de citoyens voudraient. Mais c'est vrai que ça demande un peu plus d'efforts intellectuels de réaliser ça. Mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça reste un métier magnifique. Je sais pas si c'est si j'étais totalement honnête, je sais pas si c'est vraiment uniquement la volonté. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est pas uniquement la volonté d'aider l'autre. Voilà. J'espère, on va dire pour mon mon ego ou en tout cas pour mon image de moi-même qu'il y a de ça. Mais c'est pas que ça, parce que il y a ce qui me séduit aussi, c'est l'exercice intellectuel qu'il y a derrière. C'est à la fois le fait moi d'apprendre des choses pour pouvoir les transmettre, et puis de réussir à faire ça. C'est-à-dire à me dire, ok, moi je sais ça, enfin, ou du moins je maîtrise relativement ce concept. Comment je vais pouvoir l'enseigner à un cerveau ou à des cerveaux qui ne sont pas le mien. Et je trouve que l'exercice, au-delà du fait d'aider ou pas, parce que il faut pas rigoler, c'est dire à la fac on change pas la vie des gens, hein, faut arrêter. Ça se produit au primaire.
peut-être un peu au collège et après c'est terminé. Enfin, peut-être de temps en temps il y a des épiphanies au lycée, mais ça, enfin, moi j'y crois pas tellement à la fac. On peut donner le goût de quelque chose, mais on va pas changer la vie des gens à la fac. Il faut calmer, à mon avis, sur l'ambition de ce qu'on produit réellement. Mais en tout cas, si au moins ça peut voilà donner intéresser les gens simplement, leur former l'esprit, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à les former à l'esprit critique. Pour moi, s'il y a quelle que soit la matière à la fac, que ce soit la psycho, les neurosciences, n'importe quelle matière, les maths, on va dire la, la compétence essentielle, la toute première, c'est l'esprit critique. Hmm. C'est-à-dire et pas de façon réseau social, c'est-à-dire je critique tout ce qui se passe ou où je prends tout argent comptant, mais en disant ok, voilà l'état des connaissances. Sur la base de ces connaissances-là, des connaissances qui ont été fabriquées par des spécialistes en la matière, qui sont comparables, qui sont reproductibles, qu'est-ce que je pense de ce concept-là qu'on vient de me donner? Voilà, comment je peux argumenter les pour et les contre de ce concept-là? Quels sont ses défauts, ses qualités? Sur des bases sur lesquelles on peut tous échanger et en mettant de côté complètement ce qui est de l'ordre de l'opinion. Voilà. Parce que malheureusement maintenant, et les événements très très récents le montrent encore, les gens pensent que leur opinion c'est la vérité. Enfin, pas tous les gens heureusement, mais malheureusement de plus en plus de gens. Et sauf que désolé, mais ils vivent dans un rêve, hein, donc voilà, les opinions, c'est rarement la vérité, c'est peut-être une partie de la vérité. Mais la seule façon d'essayer d'identifier, non pas la vérité absolue, mais des éléments qui semblent plus solides qu'une simple opinion, c'est de se pencher dessus, de réfléchir, de faire éventuellement, dans notre cas, des expériences, et d'essayer d'en tirer des conclusions qui sont relativement solides, même si souvent, elles ont une date de péremption et en Hmm. particulier en neurosciences. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent et très humble en neurosciences parce que ce qu'on affirme à un moment T, à quelques années après, ou parfois quelques mois après, ça peut être démontré comme pas vrai du tout. Donc ça ne veut pas dire qu'on sait rien et que la connaissance qu'on fabrique ne vaut rien, certainement pas, mais c'est simplement une construction progressive qui essaye de nous rapprocher de la vérité. Oui, c'est ça, c'est cette notion qu'il faut être capable de faire preuve d'humilité dans son travail, dans ses résultats, dans ses recherches, voire même dans ses opinions de manière générale. Qu'il faut être capable de laisser mourir ses idées pour en adopter de nouvelles et grandir, même si parfois ce processus peut être douloureux. La vraie force, elle n'est pas dans l'affirmation on va dire, péremptoire et basée sur rien de ses opinions. La vraie force, elle est d'être capable de dire je me suis trompé. La vraie force mentale, elle est là. On parlait ce matin avec mes étudiants là, du syndrome d'imposteur, qui est parce qu'on discutait avec des neuropsych que j'ai fait venir pour qu'ils échangent sur les traitements des addictions. Et donc, elles ont fait une intervention qui était absolument super pendant 2 heures. Ils ont échangé avec les étudiants. Et il y a des étudiants qui nous ont leur posé cette question-là. Est-ce que vous avez parfois le syndrome de l'imposteur? Ils ont répondu toutes les deux oui. Et c'est aussi très fréquent dans les labos. Et je leur dis, alors il ne s'agit pas que ce soit un syndrome de l'imposteur paralysant, c'est-à-dire une telle perte de confiance qu'on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Mais par contre, il faut toujours garder ça. Et en particulier quand on travaille sur le cerveau humain, une fois que ce soit en psychologie ou en neurosciences, il faut toujours être très très prudent sur le degré de certitude de ce qu'on est en train de faire. Et le syndrome de l'imposteur, à mon avis, c'est une compétence tout à fait utile, du moment qu'elle ne nous paralyse pas. Mais là, c'est la capacité à se remettre en question, à réaliser qu'il y a énormément d'aspects sur lesquels on n'est pas compétent, ou alors on a une compétence très limitée, et être capable de dire je sais pas, tout simplement. Ou alors j'ai des éléments de réponse, mais voilà, ça recouvre pas la réalité dans son intégralité. Et donc à partir du moment où tout simplement aussi je me suis trompé. Voilà. Être capable de dire, voilà, le cours précédent, je vous ai dit ça, je me suis plus renseigné dessus, ce que je vous ai rencontré, c'était pas vrai. C'est faux dans l'état des connaissances actuelles. Et ça, je veux dire, évidemment, quand on fait ça, on a l'impression de bousculer un peu son ego. Mais si on flanche dès qu'on bouscule un peu son ego, il faut retourner à la maternelle, hein, c'est qu'on n'a pas fini son développement, quoi. Hein, d'accord? Donc la vraie force, elle est là. La vraie force mentale, c'est d'être capable de dire, je me suis trompé, ou oui, là j'ai été faible, ou là j'ai été fragile, et c'est pas grave, c'est être humain. Et donc, et la vraie force, c'est pas de dire j'ai raison et vous avez tous tort, quoi. D'accord, ça, c'est les gens les plus fragiles, en fait. Et dès qu'on gratte un peu les courses, on s'aperçoit à quel point, en fait, derrière, c'est un château de sable, quoi, qui va s'écrouler dès qu'il va être confronté à la réalité de façon flagrante. D'accord, on a eu des bons exemples de ça avec le Covid. Non, c'est n'importe quoi le Covid. Ah, bah tiens, maintenant, t'es intubé.
Donc finalement, peut-être que c'était pas tout à fait n'importe quoi. En tout cas, merci infiniment Bruno d'avoir accepté de venir faire cet épisode. J'espère que les auditeurs en auront tiré un maximum. Ben, j'espère aussi. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Donc encore merci infiniment pour toutes les connaissances que tu as partagées aujourd'hui. De rien, c'est volontiers. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.